Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'accueille pour la seconde fois Céline. Souvenez-vous, Céline était venue dans le podcast il y a 2 ans et vous aviez adoré son épisode. Céline est partie sur les routes, vit sur les routes avec son conjoint et ses 2 filles à vélo. Et tous les soirs, ils dorment dans un endroit inconnu. Ils sont sur les routes du monde depuis 12 ans. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous abordons des sujets un peu plus en profondeur, notamment ce que cette vie de voyage leur a apporté et comment ils envisagent la suite. Cet épisode est un petit peu long, mais nécessite vraiment d'avoir été abordé. Les sujets méritent d'avoir été abordés vraiment en profondeur. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Céline, je suis ravie de t'accueillir pour une seconde fois dans le podcast des parents voyageurs. Merci d'être revenue. Bonjour, merci beaucoup Émilie de me réinviter sur ton podcast. Je suis aussi super contente d'être avec toi aujourd'hui. Le premier podcast avait quand même beaucoup interpellé les personnes. C'est un des podcasts qui a les mieux marché. Et pourtant, il est encore ancien. C'était le podcast 71 pour les personnes qui souhaitent le réécouter. Il était absolument fascinant. Enfin, je pense que tous ceux qui ont écouté ont été complètement captivés par tes propos. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de continuer, en fait, de t'interviewer une nouvelle fois et avoir un peu la suite des événements. Et on va aborder 2 sujets qui sont assez forts, notamment le lien avec la nature et la relation avec ses propres peurs. Donc j'ai hâte d'écouter tout ça. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais rapidement te représenter pour les personnes qui n'ont pas écouté le premier épisode? D'accord. Alors, je m'appelle Céline, je suis anthropologue, je suis nomade, euh, je suis aussi coach de vie, conférencière et écrivain. Et en fait, surtout, ça fait plus de 12 ans que nous vivons en famille sur nos vélos, c'est-à-dire que nous sommes nomades à vélo euh, la majeure partie tout le temps et on vit chaque jour sous tente. Donc vraiment l'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre à la fois des territoires extérieurs, de la beauté des paysages, à la fois des cultures du monde, mais surtout ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on allait surtout aller explorer les terres inconnues qui sont en nous. Donc voilà pour une petite présentation rapide de qui on est. L'idée vraiment, c'est qu'en fait, euh, tout ce que l'on dit va être inspiré vraiment de ces majoritairement, disons, de ces 12 années d'expérience de nomadisme à travers le monde, dans plus de 40 pays. Et puis, ben, pour faire court, ça fait plus de 80 000 kilomètres qu'on roule à vélo sur 4 continents. Et puis, nos 2 filles sont nées en cours de route. Donc, Naïla, aujourd'hui, elle a 9 ans. Et puis, Phoebe, notre deuxième fille, elle aura 5 ans tout prochainement. Et Xavier est le papa. C'est un truc de dingue. Alors j'invite vraiment, vraiment les personnes à écouter le premier où du coup tu expliques tout, comment tu es devenue maman sur les routes, comment tu as ressenti ta grossesse. J'invite vraiment les personnes à aller réécouter ce premier épisode pour vraiment remettre tout dans le contexte parce que c'est une histoire complètement incroyable. Alors là, la première question qui me vient, c'est que s'est-il passé depuis notre dernière entrevue? Alors, c'était à peu près au moment du confinement. Vous étiez en pause un peu forcée au Canada, quasiment 2 ans, plus ou moins 2 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 2 dernières années? Ouais. Alors, on a vraiment traversé. Bah, quand la dernière fois qu'on s'est parlé, on était au Québec, et puis après, on est resté encore tout à, plusieurs mois en fait au Canada. Donc, on a traversé toute la partie à l'est du Canada. Donc, on était au Québec, après, on était au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse.
on a vraiment traversé toute cette partie est. On a été explorer un peu les terres qu'on n'avait pas encore explorées tout à l'est du Canada. Et puis c'était vraiment intéressant parce que cette partie à l'est du Canada, c'était une partie qui était beaucoup plus dans la lenteur. En fait, y a beaucoup de gens au Canada qui vont rechercher vraiment cet aspect lenteur, cette recherche de reconnexion à la nature. Et puis c'est ce qu'on a pu vivre nous aussi en parallèle. Alors ça faisait longtemps qu'on le vivait, mais ça a réactivé encore plus fortement ça. Et surtout, on s'est rendu compte à quel point au Québec, en fait, quand on est arrivé au Québec, ça nous a vraiment surpris parce que tout le monde nous parlait de déficit nature. Puis nous, ça nous semblait complètement incroyable qu'au Québec, donc au Canada, dans un des pays les moins peuplés au monde, on nous parle de déficit nature, alors que nous, on avait passé tout notre temps dans la nature au Canada. Ça paraissait irréaliste. Et puis, en parlant lentement avec les gens, en parlant avec plusieurs personnes, on s'est rendu compte à quel point finalement les enfants, sans le vouloir, mais sont enfermés dans une espèce de routine dans laquelle la nature n'a plus sa place. Parce que il y a les trajets jusqu'à l'école, il y a les temps à l'école, il y a les temps où on va manger en fait qui seront toujours soit au niveau de l'école ou bien soit à l'intérieur. Il y a les temps après extrascolaires où où il y a la volonté d'aller faire du piano, des cours extrascolaires, donc des cours de musique ou des cours de sport, du hockey, de la danse. Puis en fait, toutes ces activités avec les devoirs font que les enfants ont plus la possibilité d'aller simplement jouer à l'extérieur en pleine nature dans des jeux qui sont libres. Et puis Tellement, ouais. ça nous a vraiment questionnés en se disant oh, c'est incroyable en fait, même quand on est entouré de nature, en fait, on n'a plus forcément accès à cette nature. On ne se donne plus l'autorisation parce que nos vies sont tellement remplies de choses, on a tellement besoin de remplir nos vies qu'il n'y a plus de moments vides où on peut aller simplement se reconnecter à la nature. Et du coup, au Canada, ils sont vraiment en train de tirer la sonnette d'alarme en disant, mais là, il y a vraiment un problème pour les enfants, parce qu'en fait, la nature, ils sont en train de... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de recherches qui se font actuellement justement au niveau des bienfaits de la nature, pour dire à quel point c'est important pour l'enfant, pour développer simplement déjà ses sens. Ça aide l'enfant à développer son ouïe, ça aide l'enfant à développer son odorat, ça aide l'enfant à développer ses yeux. D'ailleurs, j'ai été surprise d'entendre que certaines recherches disaient qu'actuellement, la forme des yeux est en train de changer. Donc, que nos yeux deviennent, ils ont perdu leur ovoïde, ils deviennent plats un petit peu. Et puis ça, c'est parce qu'en fait, on n'a pas assez de lumière naturelle. La lumière artificielle, elle fait ça. Et que du coup, ils sont en train de montrer que pour garder notre ovale de nos yeux, il faudrait un minimum de 3 heures par jour à l'extérieur. Et dans notre Waouh. société, c'est énorme 3 heures par jour pour les enfants. Combien d'enfants aujourd'hui passent 3 heures par jour? Si on compte même tout, en comptant même les vacances où on passait peut-être plus de temps en nature ou les vacances de ski, etc., on n'arrive pas à ces 3 heures par jour. Hmm. C'est clair, on en est loin. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant d'aller revoir, d'aller vraiment voir à quel point aussi ça aide pour la motricité. Alors, ils ont vraiment, pour aller chercher le déficit nature, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations qui viennent là-dessus par rapport à tout ce que ça amène, en fait, le fait d'être en nature, par rapport à la motricité fine, par rapport à la force, par rapport à simplement au fait de considérer la vie comme toujours qu'en fait, quand on va en nature, on est toujours en train d'explorer. On va aller explorer, puis on va se rendre compte que parfois, on perd l'équilibre. On va grimper, puis tout d'un coup, on doit sauter du tronc, on se fait mal, etc. Donc, il y a toujours cet équilibre, cette recherche d'équilibre et ce déséquilibre. Et puis, la vie, c'est ça, en fait. C'est toujours une recherche d'équilibre et un déséquilibre. Et du coup, la nature, elle est toujours en train de nous réamener, en fait, au-delà de ce qu'on sait qu'elle nous apaise, de ce que les Japonais appellent aussi Shirin-yoku, donc les bains de forêt et tout ce que ça apporte au niveau, on commence à le connaître, au niveau émotionnel, tout le bienfait que ça apporte. Mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus vaste qu'on a un peu perdu. Hmm. Et, et Et du coup, comment ils mettent en place, du coup, ils se sont rendus, enfin, ils ont fait ce constat et quelles sont les choses qui comptent mettre en place pour remédier à ça? alors c'est un constat qui est un peu, c'est à la fois quelque chose qu'ils ont découvert il y a assez longtemps, mais c'est quelque chose qui commence vraiment
à réactiver, si on veut bien, c'est au centre de la discussion maintenant. Donc, ils sont en train de chercher des formules. Alors, par exemple, Naila et Phoebe ont pu faire partie d'écoles à la forêt. Et du coup, alors elles en avaient pas vraiment besoin, mais c'était sympa pour elles parce qu'elles pouvaient faire des liens avec d'autres enfants et puis ben, justement s'immerger là-dedans. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, la personne qui les accompagnait faire ces moments en forêt, et ben, que lorsqu'elle a pris Naila et Phoebe, elle a dit ouais, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, tout va bien. Puis nous, on s'inquiétait pas du tout parce que Naila et Phoebe, c'est vraiment leur maison, quoi, la forêt. Et, euh, et en fait, elle a eu très peur, cette personne. Parce que bah, Naila et Phoebe, elles n'ont pas de limite par rapport à la forêt. Puis ça, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu avec d'autres enfants. En fait, Naila et Phoebe, la forêt, c'est vraiment chez elles. Elles n'ont pas une conception de limite. C'est pour ça que nous, on leur donne toujours des limites. On va jamais jouer à cache-cache complètement sans limite parce que sinon, ça va beaucoup trop loin. Donc du coup, on leur donne toujours un peu un espèce de point de repère par rapport à ce qui est ok d'aller explorer, puis ce qui est pas ok par rapport à voilà certains dangers. Ça peut être les ours, ça peut être voilà une rivière, ça peut être bah voilà tu vas pas toute seule par là ou quelque chose comme ça, où tu dois être capable de nous entendre quand on t'écoute. Et à un moment donné, ils avaient chacun choisi un arbre pour aller voilà faire un câlin aux arbres, pour aller vraiment voilà euh, rencontrer un arbre. Puis après, ils sont partis jouer plus loin. Et Phoebe, à un moment donné, elle a été retournée vers son arbre, mais elle est retournée toute seule. Donc elle a laissé le groupe, elle a rien dit à personne, puis elle est partie. Mais elle était complètement consciente d'où elle était, elle savait ce qu'elle faisait. Sauf que, ben voilà, la personne qui accompagnait a eu vraiment très peur, parce que tout d'un coup, ben Phoebe, elle n'était pas là. Et, euh, et, euh, et donc c'est pour montrer à quel point, en fait, elle nous a dit, mais moi, j'ai jamais vu des enfants qui partaient. Les enfants, ils partent jamais. Parce qu'ils ont cette conscience que la forêt, c'est un peu dangereux, puis qu'il faut rester. Donc c'est Mm. intéressant, en fait, il y a eu plein de moments, en fait, où on s'est rendu compte à quel point bah, nos filles avaient une relation qui était vraiment différente, que ce soit à la fois à leur corps, mais à la fois aussi à la nature. Et puis j'aime bien cet exemple parce qu'il est arrivé juste après, c'est-à-dire qu'après le Canada, donc on est arrivé en Allemagne, puis on a traversé depuis Francfort par la France pour revenir en Suisse. Puis on est arrivé face à la Tour Eiffel. Puis c'était un rêve de Naila, c'était pas un rêve, mais c'était quelque chose qu'elle avait envie de voir. On avait parlé de la Tour Eiffel quand on est arrivé en France, donc elle voulait voir la Tour Eiffel. Et puis Phoebe, on a vu la Tour Eiffel, elle a couru, elle s'est lancée là comme ça avec cet élan du cœur. Puis moi, j'étais sûre qu'elle allait aller, voilà, et s'émerveiller devant la Tour Eiffel, comme tout le monde, tous les touristes finalement qui étaient à côté de nous. Il n'y en avait pas beaucoup parce qu'on était toujours dans une période assez confinée, donc c'était bien. Et en fait, elle a couru vers le premier arbre pour aller l'enlacer. Donc, du Incroyable. coup, la Tour Eiffel, elle est passée complètement au second plan, elle était invisible pour Phoebe. Par contre, l'arbre, elle était là, mais cet arbre, il a tellement besoin d'amour. Elle était faire le câlin, puis elle lui a vraiment dit, mais je suis là, à cet arbre. Et, Incroyable. En fait, est-ce que c'est parce qu'elle était immergée dans un monde urbain et elle a ressenti le besoin de trouver un petit brin de nature? Comment tu l'expliques en fait ça? je pense que c'était, non, je pense que c'est l'arbre qui avait besoin, lui, d'être Hmm. reconnu. Et je pense que effectivement, les arbres en nature, c'est aussi intéressant. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. On a vécu dans le Grand Nord au Canada avec une lumière, vu qu'on était très très au nord, on avait une lumière de 24 heures. Ce qui fait qu'on était immergé de lumière toute la journée. Et alors c'est extraordinaire parce qu'on a une énergie sans fin qui est fabuleuse et puis qui nous emmène à vraiment pouvoir faire des choses extraordinaires. Nos filles, elles étaient incapables de dormir à 11 heures du soir, elles étaient complètement surexcitées sous la tente, là, c'était impossible, les coucher, c'était parfois, on était épuisés, quoi, en même temps d'être complètement, voilà, gorgés d'énergie. Mais en fait, ce cycle, dans le Grand Nord, il passe par un cycle de pleine lumière et par un cycle de noirceur. Ce qui fait qu'on peut vivre ce cycle de pleine lumière aussi parce qu'on vit la noirceur qui fait que nos corps peuvent se reposer. Et puis, ben, quand on est tout le temps inondé de lumière, eh ben, c'est plus possible. Un jour, on est arrivé, quelqu'un nous a accueillis chez lui, puis ils ont juste fermé les stores. Ils avaient des stores noirs, vraiment, comme ils appellent des blinds, donc complètement opaques. Eh, mais ça fait tellement de bien, nos corps se sont reposés pour une fois où vraiment
on sentait qu'il y avait besoin d'un peu de noir. Alors, on aurait pu attendre l'hiver, mais là, juste cette nuit-là, ça fait tellement de bien. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point, pour les arbres qui sont en ville, cette lumière constante de non-repos doit les affecter aussi, même si c'est pas de la lumière, même si c'est pas la lumière réelle, enfin, c'est la lumière artificielle. Et donc je pense que Phoebe, elle a vraiment ressenti le besoin de cet arbre, en fait, le besoin d'être voilà, d'être reliée à quelque chose, le besoin d'être reconnue, d'être entourée. Donc C'est incroyable. ouais, voilà, c'est vraiment assez fou et ce qui me fascine le plus finalement par rapport à ce qu'on vit, c'est c'est en fait la relation que nos filles ont à la nature par rapport à vraiment une forme de gratitude. Comme on passe tellement de temps en pleine nature, elles vont vraiment aller remercier parfois le soleil parce qu'il est là puis qu'il les réchauffe. Elles vont remercier le vent des fois parce qu'il les pousse, puis du coup on se fait pousser par le vent en vélo, puis c'est super agréable. Donc elles vont vraiment dire merci, mais c'est un merci qui est vraiment sincère, qui vient du fond du cœur. Elles vont remercier parfois juste l'arbre qui leur offre de l'ombre parce qu'elles ont eu tellement chaud, puis que c'est tellement agréable de se retrouver à l'ombre. Et en fait, quand on arrive à entrer dans cette gratitude par rapport à des éléments qui sont tout simples, qui nous apportent, parfois c'est de l'eau, hein, c'est source de vie, donc juste de trouver la rivière qui va nous donner de l'eau, et ben c'est vraiment, c'est à la fois une petite chose, et à la fois c'est quelque chose de grand, vu que ça nous permet de pouvoir vivre et de nous désaltérer. Mm. Et du coup, elles ont cette relation-là à la nature, et, et elles se sentent faire partie du coup. Elles ont Elles cette se sentent notion intégrées, ouais, intégrées intégrée. totalement. Et c'est quelque chose que je pense qu'on a un peu perdu. Parce on a tellement l'habitude de se séparer. Déjà, rien que la vision même de notre écologie qui dit qu'on doit protéger la nature, mais qui on est pour se donner ce rôle-là, finalement, de maternage ou de paternage, pour dire c'est nous qui devons la protéger. On n'est pas à notre place quand on prend même ce rôle-là. Notre rôle, c'est de faire partie. Et du coup, en Et faisant partie, bah, automatiquement, la protection, elle va de soi parce on se protège nous en même temps. On prend soin de nous quand on prend soin de la nature. Donc, ça va encore au-delà de ce qu'on peut imaginer de l'écologie. Et je pense que les enfants, plus ils passeront de temps en nature, plus ils se rendront compte finalement qu'ils font partie de cette nature, qu'ils en sont complètement interreliés, ben plus ils pourront vraiment être connectés à cette nature et vraiment en bénéficier parce qu'ils en ont besoin, parce que le corps en a besoin, parce que tous nos sens en ont besoin. mmh, c'est très juste, enfin, c'est criant de vérité par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'écologie et on est complètement, à côté de la plaque, sur, notre rapport avec la nature et ce que vous vivez, ça montre qu'on est très, très, très éloigné de ce qu'on devrait faire. Alors du coup, moi j'ai une question, c'est que moi je suis comme la plupart des auditeurs dans un cadre de vie, urbain, voilà, on s'évade les week-ends mais notre rapport à la nature est encore très, très loin. Quels sont les conseils que tu pourrais, donner pour, justement, que nos enfants soient plus connectés avec la nature? Alors, au quotidien si c'est possible, mais au moins les week-ends. À ton avis, quelles sont les clés pour redonner la place à la nature dans l'éducation de nos enfants? Je pense que c'est simplement l'émerveillement. C'est-à-dire que la nature, c'est une source d'émerveillement. Puis si on peut aller... La nature, elle est présente même en ville. Elle n'est pas absente des villes. Elle est Mmh. juste peut-être moins visible, moins accessible, moins juste là. Mais elle est quand même présente. Et puis du coup, c'est aller se reconnecter avec ça. Ça peut être simplement à chacun, ça peut être dans plein de petits moments. Il n'y a pas besoin de décider, alors on va en nature, puis on va passer 6 heures en pleine nature, parce que sinon ça compte pas. L'idée, c'est vraiment d'aller, de simplement pouvoir observer des animaux. Ça me fait penser à, par exemple, Phoebe. Quand on était dans le Grand Nord, là, on a passé tout un hiver au froid.
Et puis, bah, du coup, il y avait de la neige, il faisait -20, il y avait de la neige partout pendant des mois et des mois et des mois. Et quand le printemps est arrivé, la première chose, elle avait tout juste 2 ans, et, juste pas 2 ans, et en fait, elle a eu peur des fourmis. Parce que ça faisait des mois qu'elle avait plus vu d'insectes. Et c'est ça, c'est pouvoir se reconnecter à toutes ces petites choses. C'est peut-être juste en allant amener tes enfants à l'école parce que tu vas marcher 2 mètres, et ben tu vas voir un insecte, puis tu vas juste prendre le temps de l'observer. Ça prend pas longtemps, ça peut être peut-être juste 10 secondes. C'est pas important la longueur. C'est juste faire comprendre qu'en fait, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus vaste que nous et qui nous entoure. Peut-être apprendre à dire, ben voilà, est-ce que va toucher l'arbre, va lui faire un câlin. Qu'est-ce qu'il sent? Tu sais, comment est-ce qu'il chante? Tous les arbres, ils chantent. Donc, essayez d'entendre le chant de l'arbre. D'aller essayer d'entendre, au printemps, il y a des oiseaux partout qui chantent. De juste être conscient de ça. Dire, ah tiens, ce matin, est-ce qu'on arrive à entendre un oiseau? Et puis ça, c'est simplement des petits moments qui te reconnectent à chaque fois à la nature. Et puis l'idée aussi, c'est de prévoir d'avoir des moments de vraiment de temps libre pour les enfants où ils peuvent jouer, qui sont à l'extérieur, dans lequel il n'y a pas un cadre qui est mis, dans lequel ils vont vraiment aller, eux, rechercher, pas qu'il y ait des jouets qui leur soient fournis, puis que voilà, ils soient dehors, mais que eux doivent aller chercher leur créativité. Ça peut être au bord de la plage, puis ils vont simplement faire des châteaux, trouver des petits coquillages. Mais du coup, en allant vraiment retrouver leur créativité par la nature, et ben en fait, ils s'imprègnent complètement de la nature. Mais si on leur donne beaucoup de jouets, et ben ils vont se concentrer sur les jouets, puis ils vont oublier le reste. Mais souvent, c'est le contraire, hein, ce qui se passe. Souvent avec les jeunes enfants, quand tu mets les enfants en nature, ils oublient les jouets, puis ils vont jouer avec la nature. Donc souvent, ça se fait instantanément. Il y a même, vous pouvez prendre les jouets, de toute façon, ils vont les laisser tomber au bout d'un moment, parce qu'ils vont aller jouer avec les vagues, chercher des coquillages, faire des châteaux de sable. Donc ça se fait automatiquement. Ce lien à la nature, il est déjà présent chez les enfants. Si on veut bien, il n'y a pas besoin de refaire quelque chose. C'est déjà là. Il y a juste besoin d'être, de prendre ce temps de connexion. C'est hyper intéressant. C'est vrai qu'il faut prendre le temps, on prend le temps de rien finalement quand on regarde nos agendas, nos plannings, on court après le temps et on prend pas le temps. Ça, c'est vrai qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Comment, à quel moment donc toi, tes filles, elles ont été élevées à 100% dans la nature. À quel moment tu as ressenti que les filles avaient une interconnexion avec la nature? À partir de quel âge à peu près tu as commencé à voir qu'il se passait quelque chose? Alors moi, je pense que les enfants, ils naissent avec l'interconnexion avec la nature. Ils ont déjà ça en eux. C'est pas quelque chose qu'ils doivent. C'est quelque chose qui est déjà en eux et qui est toujours présent. C'est juste, c'est comme quelque chose qui peut s'endormir, si on veut bien. Parce que, pour plein de raisons. Mais c'est quelque chose qui est déjà là et qui restera toujours présent chez chacun d'entre nous. Et je pense que nous aussi, chaque être humain est présent à ça. Sauf que peut-être que le fait d'avoir été entouré de murs, le fait d'avoir mis une image de danger par rapport à la nature, ça fait que tout d'un coup, tu t'enfermes en dehors de ça. Mais par contre, ce lien-là, il est toujours présent, il est toujours là, il est toujours vibrant. Alors, comment est-ce que j'ai ressenti ça? Ben, si on veut bien, nos filles, elles ont le, le fait d'avoir vécu tellement de temps sous tente, le fait d'avoir de ne pas leur avoir mis de pampers parce que ben voilà, on faisait l'hygiène naturelle infantile, le fait qu'elles aient goûté de la terre de tous les pays, le fait que tout ça participe en fait à cette relation. Mais je pense que la en fait, la plus grosse chose, c'est qu'on a passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Ça a été un choix. En fait, ça a été un appel. On a vraiment eu l'appel des terres sauvages. Et ça, c'est quelque chose qu'on a décidé de suivre, cet appel-là. Donc, on a passé énormément de temps dans le Grand Nord, même qu'en vélo, ben, c'est ce qu'on évite en général quand on est à vélo. Mais nous, on a vraiment choisi d'aller dans ces endroits-là parce qu'on avait cet appel-là. Et du coup,
quand on est dans ces espaces sauvages, isolés, dans des recoins vraiment perdus de la planète, eh ben, on n'a pas trop le choix, on est en autonomie. Donc on n'a pas le choix en fait de faire avec les éléments qui sont face à nous. Et du coup, automatiquement, qu'il y a une forme de gratitude parce que simplement déjà juste l'eau. Quand on ne peut pas ouvrir le robinet puis qu'il n'y a pas d'eau qui coule, mais qu'on doit aller la chercher, et ben juste de trouver une rivière puis de pouvoir s'installer au bord de la rivière, il y a une forme de gratitude qui s'installe, si on veut, spontanément. Mm. Donc, euh, donc après, si on veut bien, même quand on est à nouveau à l'intérieur, parce que ben, pendant une période, on a dû être à l'intérieur à cause du confinement ou à cause du froid, parce qu'il faisait des -40, etc. Et ben là, quand on ouvre notre robinet, et ben il y a toujours cette conscience que c'est extraordinaire de pouvoir avoir le courant. Puis ça, c'est quelque chose dans nos vies qu'on a tendance à oublier. Ça me fait penser à Naïla qui m'a dit dernièrement encore, en fait, moi, je suis pas en sécurité dans une maison. Elles se sont pas en sécurité dans une maison. Pourtant, elles se sont complètement en sécurité sous tente. Alors que c'est complètement l'inverse pour la majorité des personnes. Hein. On est bien conscient que d'être sous tente, c'est une fine couche qui te protège de rien, alors que elle a l'impression d'être complètement protégée quand elle est en nature. Donc c'est vraiment aussi cette idée que la sécurité, elle est vraiment à l'intérieur de nous. Donc, de pouvoir être dans ces espaces sauvages, isolés, dans des lieux comme ça, ben, on n'a pas le choix finalement d'aller puiser dans cette sécurité intérieure pour pouvoir le vivre, d'aller faire confiance à la vie, d'aller vraiment s'ouvrir à ce que la vie a à nous offrir. Et puis quand on est dans cet état d'esprit, quand on est dans cette gratitude, ben, en fait, automatiquement, on est dans l'émerveillement de tout ce qui se passe. Puis quand on est dans l'émerveillement de tout ce qui se passe, ben, automatiquement, que ben, les choses, elles s'alignent. On sait hein, que quand on est dans la gratitude, quand on est dans l'émerveillement, en fait, on va aussi vibrer à un taux vibratoire qui est beaucoup plus élevé. Donc du coup, notre immunité va être accrue, donc du coup, on va pouvoir entrer beaucoup plus profondément en connexion avec que ce soit les animaux, que ce soit les êtres, que ce soit les arbres. Et du coup, ben voilà, nos perceptions vont s'affiner et on va avoir vraiment une communication encore beaucoup plus subtile avec tout ce qui nous entoure. Donc après, justement, on va pouvoir commencer à ressentir les arbres, l'énergie des arbres, à pouvoir ressentir aussi parfois le chant que chaque arbre va pouvoir, en fait, est en train d'émaner. Et donc, du coup, toutes ces perceptions, elles s'affinent. Donc, plus on entre dans l'émerveillement, plus on entre dans la créativité, plus en fait, on va découvrir, en fait, dévoiler toutes ces choses-là. Et puis, plus on aura envie d'aller encore chercher plus loin. Justement, tu parlais de l'immunité, mais comment vous gérez la gestion des maladies infantiles? Parce que bah, un enfant reste un enfant. Est-ce qu'un enfant en pleine nature ne tombe jamais malade? Comment vous faites? Vous utilisez la nature? Comment vous gérez en fait? Alors, pour nous, chaque maladie, c'est vraiment un message du corps. Donc, au-delà de la maladie, il y a vraiment un message qui vient signifier quelque chose. Donc, à chaque fois qu'il y a un mal-être, on va vraiment aller chercher quel est le message du corps. Qu'est-ce que le corps est en train de nous dire à ce moment-là? Et puis, par rapport à ça, on va apporter un rééquilibrage, si on veut, au niveau du corps. Donc, le corps, il essaie toujours hein, de trouver son équilibre. La loi, c'est l'équilibre. Donc, quand on a un déséquilibre, l'idée, c'est d'aller faire en sorte pour que le corps puisse aller retrouver son équilibre, que le corps arrive à la guérison. Donc, nous, on a vraiment une vision un petit peu euh, dans l'idée d'aller soutenir le corps pour qu'il puisse arriver à sa propre guérison. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? Alors, oui, effectivement, on a une médecine, on a une trousse d'urgence au cas où on a des accidents, etc. Moi, je suis formée en médecine de premier secours. Et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi énormément, la médecine. Et, euh, et on a des contacts avec des médecins urgentistes ici, en Suisse, avec lesquels on peut les contacter en cas d'urgence. Il rigole. On a fait dernièrement des conférences, justement, puis il était présent, puis il a vraiment rigolé parce que c'est une question qui revient souvent dans les conférences et lui, il a dit, mais en fait, j'aurais préparé une super trousse d'urgence et ils ne l'ont jamais ouverte en 12 ans. Et, euh, et c'est vrai que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller chercher. Alors, déjà, Naila et Phoebe, je les ai allaitées pendant 6 ans, ça veut dire 3 ans chacune.
Et on sait que l'immunité, elle passe à travers le corps de la maman. Donc, mon immunité est transférée à Naila et Phoebe pendant les premières années, pendant les années d'allaitement. Donc, déjà, ça permet de soutenir vraiment l'immunité. Ensuite, ben, comme j'ai dit, elles ont goûté de la terre de tous les pays, donc elles ont été vraiment sensibilisées à plein de choses différentes. Quand on était en Thaïlande, Naila, elle prenait des bains. Alors, c'était bien rigolo. Elle avait 6 mois, on la mettait dans un petit bidon comme ils font là-bas, et, dans un seau d'eau, quoi. Et là, on devait lui expliquer que ça, c'est de l'eau qu'on ne boit pas. Il y a de l'eau qu'on boit, puis il y a de l'eau qu'on ne boit pas. Mais un enfant de 6, 7, 8 mois, il ne comprend pas qu'il y a de l'eau qu'on boit, puis il y a de l'eau qu'on ne boit pas. C'est de l'eau. Donc, du coup, notre fille, bah, quand elle était allaitée, c'est sûr, elle a bu plus d'eau non potable que d'eau potable, parce qu'en fait, elle était toujours en train de boire l'eau des bains, etc. Donc, voilà. Elle a bu plus d'eau non potable, quoi. Et elle a jamais été malade par rapport à ça. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment d'aller voilà, d'aller soutenir notre équilibre naturel. Et puis ben là, on va utiliser justement que ce soit de la lumière, que ce soit des huiles essentielles, que ce soit des plantes. On a appris aussi à utiliser beaucoup de plantes avec ce qu'on a appris, que ce soit des peuples autochtones ou bien des peuples qu'on a rencontrés, donc des traditions en fait dans les pays qu'on voyage. Mais souvent, en fait, c'est à la fois les plantes, à la fois les huiles essentielles, à la fois la lithothérapie aussi, donc les pouvoirs des pierres. Et puis, c'est aussi la communication qu'on a, notre communication intuitive qu'on a avec nos corps. Donc, moi, je passe vraiment beaucoup de temps à faire une communication aussi intuitive avec nos filles euh, pour aller vraiment libérer toutes les émotions. On a toujours l'impression qu'on est malade, c'est quelque chose de physique, mais il y a aussi tout ce qu'on somatise au niveau émotionnel, tout ce qui tourne au niveau de notre tête aussi. On va en parler après avec les peurs, mais toutes les croyances qu'on a. Et souvent, les messages de notre corps, c'est pour aller libérer des émotions, c'est pour aller libérer des croyances limitatives, c'est pour aller voilà, chercher des mémoires cellulaires qui sont présentes, c'est pour aller transmuter des mémoires transgénérationnelles. Donc, il y a vraiment tout un rééquilibrage. Et prendre soin de soi, c'est aussi prendre le temps de faire tout ça avant d'être malade. C'est-à-dire quand les premiers symptômes, quand les premiers signes arrivent, c'est de ne pas les ignorer, puis d'aller vraiment rechercher l'équilibre. Et on passe justement du temps à aller vraiment euh, nourrir cet équilibre-là. Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager que je Ouais. pourrais mettre Alors, j'ai envie de dire une chose déjà, c'est qu'on aime bien en fait essayer de comprendre avec notre mental. Et puis souvent, il ne faut pas essayer de comprendre. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'aller dans un endroit où il y a plein d'huiles essentielles, puis de prendre sa main gauche, qui est la main de l'intuition, puis d'aller sentir quelle huile nous appelle. Et puis juste de ne pas essayer de lire les étiquettes, de juste prendre une huile. La même chose avec les pierres, d'aller voir voilà, il y a une pierre qui va nous appeler. D'aller sentir la pierre qui nous appelle, de la prendre, puis de la porter, d'utiliser. Et puis là, après, ça peut être intéressant d'aller voir, ok, en fait, elle est pourquoi cette pierre. Puis souvent, vous verrez qu'il y a souvent, c'est parfaitement en lien avec ce que vous êtes en train de vivre sur le moment. Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher l'info pour aller trouver la pierre. On peut aussi aller vraiment vers l'intuition, puis dire que la pierre qui est juste pour nous va arriver à nous. Puis après, c'est facile, hein, vous allez dans un magasin de pierres, vous trouvez une pierre qui vous plaît, puis peut-être que quelques semaines plus tard, vous pouvez aller chercher sur Google le nom de la pierre avec la symbolisme de cette pierre. Et qu'elle symbolise. Puis après, faire les connexions ou pas. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une connexion au mental. C'est ça qu'on a aussi oublié. Des fois, on veut trop aller chercher. Pour les huiles essentielles, c'est la même chose. On peut aller avoir une maladie spécifique, puis aller chercher une plante spécifique pour ça. Mais on peut aussi aller dans l'autre sens, puis aller dire, ok, la pierre qui va venir à moi, l'huile qui va venir à moi, ce sera celle qui va permettre de me rééquilibrer à un autre niveau. Je n'ai pas besoin de comprendre au niveau mental. Alors après, ça peut être intéressant au niveau des huiles de vraiment aller vérifier, par contre, juste pour être sûr si c'est pas une huile photosensibilisante, donc ça veut dire que vous pouvez pas la mettre au soleil, donc du coup pas s'en mettre plein le visage, puis après tout d'un coup se retrouver avec voilà, des taches à cause de à cause de l'huile. Les huiles essentielles, il faut toujours aussi, ce qui est vraiment très important à savoir, c'est savoir quelle huile on peut vraiment mettre sur la peau, quelle huile on peut ingérer. Il y a vraiment des huiles qu'on peut ingérer, d'autres qu'on peut pas, d'autres qu'on peut mettre sur la peau, d'autres qu'on peut pas. Donc vraiment savoir s'informer par rapport à ça, comment l'utiliser. Et surtout toujours les diluer dans de l'huile, soit l'huile d'amande douce, une huile de base en fait, pour pas les mettre pures sur la peau. Mais ça c'est des informations qui sont faciles à trouver.
l'idée, c'est vraiment de faire le chemin inverse. Moi, j'ai vraiment appris quelque chose. J'ai toujours adoré en fait apprendre, faire des formations. J'avais une facilité extraordinaire à apprendre, à mettre des informations dans la tête à une rapidité folle. Donc, ce qui m'a vraiment aidé à, voilà, à pouvoir faire des études assez rapidement et puis pouvoir faire plein d'autres choses en même temps que je faisais mes études. Et, euh, et à un moment donné, il y avait vraiment toujours cette course d'aller chercher toujours plus loin des informations par des formations, par des choses comme ça qui allaient me donner les réponses. Et puis à un moment donné, j'ai choisi, et ça a été aussi en phase avec finalement, juste après que j'ai choisi ça, ben, je me suis retrouvée à partir nomade pour aller justement expérimenter, mais de choisir d'arrêter d'aller chercher des informations à l'extérieur de moi, mais vraiment d'aller les chercher à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que de faire le processus inverse, en allant chercher l'huile qui nous appelle pour aller l'utiliser, puis ensuite, après, aller chercher au mental peut-être l'information, eh ben, ça change complètement l'inverse. C'est passer par l'expérimentation et le ressenti d'abord, avant d'aller nourrir d'abord le mental. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme processus. Carrément, l'approche est très très intéressante. Mais après, c'est vrai que autant sur des sujets comme les huiles essentielles et tout ça, c'est assez physique, mais tout ce qui est intuition, c'est quand même Ouais. quelque chose qui est très difficile en fait à développer, à appréhender. C'est quoi l'approche que tu as par rapport à l'intuition? Tu vois, tu parlais de la main gauche, bon bah il faut le savoir, tu vois. Et comment tu sais, alors, c'est quand même très subjectif. Alors l'intuition, en fait, c'est quelque chose qu'on peut développer. On a tous hein, l'intuition, elle est tous présente en nous. Sauf que c'est un petit peu comme quand on fait du calcul mental. Plus on en fait, plus vite ça va, quoi. Par contre, on arrive tous à calculer mentalement. Mmh. Et l'idée, c'est que l'intuition, c'est vraiment d'aller rechercher cette intuition. Alors, l'idée, c'est d'aller s'écouter, d'être à l'écoute de cette intuition, puis d'après, de se rendre compte. Souvent, on oublie de la valider. C'est-à-dire qu'on arrive à se dire, OK, on reçoit l'intuition, c'est genre, ouais, peut-être qu'aujourd'hui, ce serait pas top de manger ce gâteau. Tu sais, tu le sens, tu te dis bof, mais tu le manges quand même pour faire plaisir. Puis après, tu te dis, je savais, j'aurais pas dû manger ça. Là, souvent, on le fait. On dit, je me suis pas écoutée. Par contre, on fait pas souvent dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand Mmh. on s'est écouté, on se dit rarement, ah tiens, je me suis écoutée, puis ça a vraiment marché. Donc, l'idée, c'est d'aller revalider, en fait, reconfirmer les intuitions qu'on a. Parce que plus on va les confirmer, même si elles ne se confirment pas toujours dans le temps, hein, des fois, il faut un laps de temps pour qu'elle se confirme, notre intuition. Mais juste d'aller à chaque fois revalider ça. Vous savez, des fois, il y a un jour, vous avez rendez-vous pour aller souper avec des amis, puis ce jour-là, vous la sentez vraiment pas. Mais vous êtes crevé, vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus. Puis ce jour-là, vous choisissez, malgré tout ce que votre tête vous dit, c'est OK de ne pas y aller, puis que vous allez vous respecter. Puis ce jour-là, ben, vous allez appeler votre copine, puis vous allez lui dire je vais pas pouvoir y aller. Je vais pas pouvoir venir aujourd'hui chez toi. Vous allez lui dire bah voilà, je peux pas venir aujourd'hui. Et puis, et puis en fait, vous allez apprendre 3 jours plus tard, vous allez ou 4 jours plus tard, une semaine, 2 semaines, vous allez revoir cette amie, puis elle vous dit ah mais en fait c'était tellement cool que tu m'aies appelé ce jour-là. Parce qu'en fait, ben, moi aussi, ça allait pas. Et puis, j'étais soulagée, en fait, que ça puisse pas se faire ce soir-là. Et souvent, quand on s'aligne, puis qu'on fait vraiment ce qui est juste pour nous, il y a une espèce de justesse qui va partout, qui en fait s'emmène dans partout pour tout le monde. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant après de pouvoir revalider ça, de se dire, ah ben tiens, c'était juste cette fois-là que je me sois écoutée. Alors, par rapport à l'intuition, bah, on peut fonctionner comme ça. Les enfants, ils sont super doués par rapport à l'intuition. Des fois, on peut faire même des jeux. Hein. On peut, par exemple, écrire quelque chose sur un bout de billet, penser à un animal et puis essayer de faire que l'autre devine l'animal auquel on pense. Et ça marche très bien avec les enfants. Souvent, ils sont beaucoup plus réceptifs que nous. Donc, il y a des petits jeux comme ça qu'on peut faire. Après, il y a un livre qui est aussi très intéressant qui s'appelle La communication connectée, écrit par Hélène Guérin puis Frédéric Laloux. C'est en fait une communication intuitive avec les enfants. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a aussi la parole au bébé de Brigitte Denis, pour ceux qui connaissent, qui est une méthode qui est vraiment plus thérapeutique. Là, si on veut bien, c'est des parents qui offrent des outils de communication intuitive à tous les parents qui sont preneurs.
Donc ils ont développé une espèce de marche à suivre, si on veut bien, pour justement aller développer cette intuition, pour aller communiquer avec son enfant. Et puis, pour moi, c'est une base extraordinaire parce que ça permet de pouvoir vraiment commencer la communication intuitive avec son enfant. Et puis, se faire aider si on a besoin, parce qu'il y a tout un réseau, voilà. Et pour pouvoir développer voilà, cette communication intuitive. Ça peut être aussi d'aller juste faire une fois une communication intuitive avec son enfant chez quelqu'un, un thérapeute, pour se rendre compte à quel point en fait, il y a des messages qui peuvent être importants, qui peuvent nous être offerts pour pouvoir vraiment voilà, maintenir un équilibre, que ce soit au niveau familial, relationnel ou au niveau de la santé de son enfant. Donc ce livre, il peut être intéressant pour vraiment voilà, ouvrir des portes pour les personnes qui ont envie d'aller ouvrir des portes euh, là-dedans. Comme je dis, moi je suis aussi coach de vie, donc je peux aussi soit faire une communication, soit aider ou à ouvrir des portes par rapport à ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est vraiment de... Ben, je vais donner un exemple que je trouve assez parlant. Naïla, quand elle était... donc j'ai fait de la communication intuitive avec mes enfants quand elles étaient déjà in utero. Et puis après, quand elles sont nées, tout de suite en fait. Et vous savez, des fois, les petits bébés, les nourrissons, quand ils pleurent, puis qu'ils hurlent comme ça, ces gémissements criants, où tu sais plus quoi faire, tu leur as donné à manger, voilà, ils ont été à sel, ils ont dormi, et puis tu comprends plus quoi. Puis tu as l'impression qu'ils sont vraiment dans la souffrance, parce que c'est tellement fort. Et du coup, à ce moment-là, ben, j'ai donné Naïla à Xavier parce que j'étais pas capable de faire une communication intuitive avec Naïla dans mes bras à ce moment-là. Et j'ai été dans une pièce à côté pour pouvoir vraiment aller me connecter à elle, puis aller ressentir ce qui était là. Et en fait, en communiquant avec Naïla, j'ai reçu une information, puis dans ma tête, ça disait non, c'est pas possible. Puis au moment où j'ai accepté d'entendre que cette information était possible, au moment où j'ai ressenti les frissons qui me traversaient tout le corps de ce que j'avais entendu, Naïla, elle s'est arrêtée instantanément. Et puis elle était complètement apaisée, complètement sereine. Et le message que j'ai eu, c'était un message positif. Le message que j'ai eu, c'était un je t'aime. Et je me suis dit, mais combien de fois on tient nos enfants dans nos bras en disant, mais arrête de pleurer, alors qu'ils sont simplement en train de nous dire je t'aime. C'est incroyable. On a oublié en fait qu'une partie que la communication pour l'enfant passe par les cris, mais que ça peut être aussi quelque chose de positif, par les Mm, pleurs. mm. Oui, c'est vrai que les pleurs, pour nous, c'est une connotation négative, c'est que ça va pas. Tu rejettes un peu de la peine, de la tristesse par les pleurs, mais des fois on pleure de joie aussi. Mais en même temps, c'est leur seul moyen aussi de communication à cet âge-là. Exactement. Bah oui, exactement. Il y a des fois, en fait, quand on est parent dans une relation parent-enfant, on voit quelque chose, mais il y a tout un côté invisible, des fois qu'on oublie. Et puis du coup, c'est important. Et après, ben, au-delà de ça, cette communication intuitive, elle peut vraiment se relier par rapport à nous aussi. Vraiment communiquer avec notre sagesse intérieure, la sagesse qui est à l'intérieur de nous. Pour aller non seulement, bah après c'est toujours la même chose, mais d'aller ressentir vraiment qu'est-ce qui vibre en nous, pouvoir nommer nos émotions, après pouvoir nommer nos besoins. Puis tout ça, ça participe à pouvoir finalement, on dit, hein, la malle a dit, les mots ont dit. On peut choisir finalement, est-ce qu'on veut avoir les mots ou les mots M-O-T-S ou M-A-U-X. Et donc, c'est vraiment d'aller vraiment repuiser là-dedans, dans ce sagesse de notre corps, dans de la sagesse qui est déjà à l'intérieur de nous. Après, il y a vraiment, il y a plein de méthodes. Hein. Pour moi, c'est la communication connectée, comme j'ai dit avec ce livre, c'est une méthode. Il y a énormément de méthodes de pouvoir se reconnecter avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On peut aller en forêt, s'appuyer contre un arbre, on peut utiliser le pendule, par exemple, on peut utiliser... Il y a vraiment, il y a un panel incroyable aujourd'hui de manières, Mm. d'outils finalement à notre disposition. Mais très concrètement, est-ce que tu penses que les gens sont prêts à entendre ce genre de choses aussi, tu vois? On est beaucoup, enfin, beaucoup de personnes sont très terre à terre.
Et là, on va un peu sur un peu de l'au-delà, de l'invisible, et des énergies et des forces qu'on a et qu'on ne perçoit pas, enfin qu'on ne peut pas toucher. Est-ce que tu penses que les gens sont prêts à entendre ça et aller vers ça? Je pense que chacun peut choisir son chemin, c'est OK. Pour moi, il y a pas de c'est pas quelque chose, chacun peut choisir d'entendre ou de ne pas vouloir entendre ce message-là et c'est OK. Simplement, Mmh. heu, je suis sûre que tout le monde a fait une fois l'expérience de penser à quelqu'un et que quelques heures, quelques minutes, quelques jours plus tard, soit il reçoit un coup de téléphone, soit il croise dans la rue. En fait, notre monde, il est fait d'invisibles. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas Mmh. à expliquer. Et heureusement, c'est génial, moi, je trouve. Encore au Québec, on nous disait que voilà, les Mmh. grands. On ne sait pas encore où les rorquals communs, les mâles, en fait, ils passent l'hiver. On ne sait pas, ils disparaissent, quoi. Ils n'ont encore jamais été. Ils savent pas. Et je trouve que c'est génial. Ils avaient envie de faire une recherche, j'avais envie de dire, mais non, mais laissez, c'est inconnu. C'est extraordinaire de ne pas savoir. On sent bien finalement quand on vit des émotions, elles sont invisibles. Vous savez, vous rentrez dans une pièce où il y a eu des gens qui se sont engueulés, un couple qui s'est vraiment, voilà, ça a été hyper fort, il y a eu beaucoup de colère qui a été déchargée. Vous entrez dans la pièce, vous le sentez, vous le percevez. Il n'y a pas besoin de, voilà. Donc en fait, on est tout le temps en train de fonctionner avec l'invisible. C'est vrai. C'est pas quelque chose de nouveau. Malgré nous, c'est en nous et effectivement, c'est soit on accepte de le voir et de le ressentir ou soit on fait le choix de le laisser passer, sans prêter attention, en fait. Exactement. Mais par contre, ben, pour ceux qui ont Mmh envie mh. d'ouvrir cette porte, ça peut être une porte qui peut ouvrir sur plein d'autres choses. Et puis voilà, puis c'est une découverte, et puis c'est une exploration. Et puis c'est ça qui est génial, finalement, on est Mmh. toujours en train d'explorer, tout le temps. Il n'y a pas besoin d'être nomade 12 ans à travers le monde pour explorer, on est toujours en train d'explorer, chacun quelque chose. Et voilà, simplement, c'est une porte d'exploration qui peut Mmh. s'ouvrir ou pas. Mais alors du coup, tu fais une très, très belle transition. Je voudrais qu'on avance aussi un peu sur le sujet de la peur et on y vient. Est-ce que tout ce que tu as appris pendant ces 12 ans de voyage, quand tu es partie, tu avais pas tellement cet état d'esprit-là? Tout ça, c'est arrivé, pendant le voyage, en fait? Toute cette ouverture sur le monde, cette, interconnexion? Ou tu avais déjà une sensibilité déjà avant de partir? Alors, j'avais déjà une sensibilité avant de partir. Par contre, j'aime bien rigoler en disant que je suis passée de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que j'avais tous les outils théoriques, mais par contre, ben voilà, de pouvoir camper sur les routes du monde avec ces deux filles, c'est pas la même chose. La sécurité intérieure, elle n'est pas la même que quand on est dans une maison à l'intérieur. La notion de, OK, pour être en sécurité, il faut que je nourrisse vraiment la sécurité intérieure qui est en moi, et ben, elle est voilà, c'est un pas en plus, quoi. C'est la pratique. C'est vraiment finalement de pouvoir faire ce que je dis et dire ce que je fais. Et donc du coup, tout ce que j'explique ici, c'est toutes des choses que nous, on a expérimentées, qu'on a vraiment éprouvées, qu'on a expérimentées et qu'on a utilisées et qui fonctionnent pour nous. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment basé de l'expérimentation. Même si ça sort finalement des choses qu'on avait compris au niveau théorique avant ou mental, et ben après c'est quelque chose qu'on a vraiment expérimenté dans nos cellules, qu'on a vraiment été recherché. Et du coup ça amène, si on veut bien, à quelque chose de complètement différent parce que du coup c'est plus juste, c'est quelque chose qu'on peut toujours exemplifier par des exemples concrets de ce qu'on a Enfin, vécu. est-ce que vous avez eu peur de partir le jour où vous êtes partis en vélo, où tu rejoint ton conjoint? Est-ce que tu avais cette peur? Tu arrivais à l'appréhender? Comment vous arrivez à gérer ça? Parce que la peur, bon, déjà, vous avez fait un voyage, enfin, vous êtes en permanence en voyage, mais c'est quand même quelque chose qui peut faire peur aux gens. Mais dormir tous les soirs dans un lieu que vous ne connaissez pas, la peur, elle est au quotidien, en fait, pour vous, enfin, en tout cas, de notre point de vue. Donc, comment vous la gérez, cette peur au quotidien? Alors ça, c'est très intéressant. Alors la peur, déjà, la première chose, je vais peut-être raconter déjà le départ, puis comme ça Mmh. va peut-être résonner aussi par rapport à faire ce premier pas. Il y a vraiment, alors nous, chaque jour, en fait, on ouvre la toile de notre tente et on va plonger dans l'inconnu, parce qu'on ne sait jamais, on va dormir le soir même.
Donc il y a vraiment un plongeon constant dans l'inconnu. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on a appris à apprivoiser. Mais c'est quelque chose qui est difficile. Si faire le premier pas, c'est ça qui est le plus difficile. Tous les gens qui viennent vers nous, qui viennent nous rencontrer pour justement aller vraiment faire ce qui vibre en eux, créer leur projet, le premier pas, c'est tellement dur. C'est tellement dur d'aller faire ce pas dans l'inconnu. Et puis en plus, l'humanité, là, elle est un petit peu poussée à ça. Parce qu'avec ce qui s'est passé, la situation mondiale, c'est un peu comme si le futur, il nous échappait tous. Donc c'est comme si on était un peu poussé à aller plonger dans l'inconnu. Poussé à aller justement ne plus avoir ce futur qui est complètement linéaire et puis établi, mais vraiment de devoir revenir à quelque chose de, du présent. Alors, ce qui s'est passé quand je suis partie, ben évidemment, on est parti dans les Alpes suisses et puis ça a été assez violent au niveau physique. En plus, qu'on a eu 2 semaines de pluie tous les jours, donc on a vraiment été testé dès le départ. Et puis moi, je me souviens d'être arrivée, je sais pas, au bout d'une semaine. Et puis j'ai explosé, j'en pouvais plus. Puis j'ai dit à tout le monde, j'ai dit à partout, à tous mes amis, à toute la famille qu'on allait partir pour 3 ans pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Puis 6 jours après, quoi, mais j'en peux plus. Puis j'en peux plus. Puis je me dis, mais là, on est en Suisse, quoi. On traverse les Alpes, ça va. C'est les Alpes. Comment on va faire après quand on sera en Himalaya, dans le désert du Taklamakan, là, avec tous ces mots, tous ces noms symboliques et mystiques qui résonnent dans notre tête? Je me dis, mais ça, comment je vais faire? Et en fait, je crois que j'avais déjà surtout à ce moment-là besoin de dire que je savais pas si j'allais y arriver. On ne sait pas si on va y arriver. C'est pas important. Mais juste de dire que je savais pas si j'étais capable de faire ça. Et puis après, on a poursuivi, puis on s'est vraiment vite rendu compte qu'en fait, se projeter sur 3 ans, se projeter jusqu'à la Nouvelle-Zélande, c'était bien trop loin. C'est pas possible. C'est pas possible d'imaginer tous les déserts à traverser, tous les chaînes de montagnes, c'est beaucoup trop dur. Il fallait qu'on revienne gentiment à se projeter moins loin. Alors au début, on se projetait une année. Bon, on s'est vite rendu compte que ça marchait pas non plus. Donc du coup, on s'est projeté 3 mois. Après, on s'est rendu compte que ça marchait pas non plus. On s'est projeté le prochain pays. Puis en fait, petit à petit, on est arrivé à ne plus se projeter, à juste vivre aujourd'hui. Parce que de toute façon, on n'a pas les données de demain. Mais finalement, personne n'a les données de demain. Sauf qu'on a tous l'impression de plus contrôler parce qu'on a un boulot, puis on sait où on va, etc. Mais finalement, on ne sait pas les données de demain. Et l'idée, c'est qu'en revenant ici au moment présent, eh ben, tout d'un coup, on n'est plus dans les peurs de ce qui va se passer, on est juste en train de vivre avec ce qui est. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de réagir à ce qui va se produire ou ce qui s'est passé, mais on est juste en train d'agir avec ce qui est. Et c'est ça la clé des peurs. En fait, les peurs, on est toujours en train de les nourrir. Alors j'explique. Les peurs, pour moi, c'est vraiment quelque chose de physiologique. Hein. C'est une réponse physiologique à un stress qui est vraiment présent. C'est quelque chose qu'on a tous en nous. On va se faire bouffer par un crocodile, il est là, il est en train de nous courir après, on a peur. Et heureusement qu'on a peur. Et du coup, eh ben, avec cette peur-là, on a 3 réactions. Soit on va être tétanisé, donc on ne va plus bouger. Soit on va fuir, et puis on va vite partir le plus loin possible. Bien, soit on va vouloir combattre. Ça, c'est les 3 réactions qu'on a au niveau du corps, au niveau de votre physiologie du corps. Mais ça, c'est quand il y a réel danger. Le problème, c'est que même quand il n'y a pas un danger qui est réel, même si le crocodile il ne va pas en train de nous bouffer, mais qu'il est juste quelque part, puis qu'on ne sait pas où il est, eh ben on a la même peur. Et puis notre corps, il ne fait pas la différence. Ça lui amène exactement le même stress. Donc en fait, on s'est rendu compte que le plus difficile dans tout ce voyage, eh ben, c'était pas tout ce qui nous arrivait, c'était pas tout ce qui nous arrivait, mais c'est vraiment au contraire tous les scénarios qu'on peut se mettre dans la tête. Combien de scénarios catastrophes on peut créer dans notre tête à chaque instant? C'est vrai. En fait, nous, on imagine toujours le petit vélo qui pédale parce qu'on est en train de pédaler à travers le monde, mais il y a un petit vélo qui pédale dans la tête aussi. De tout, finalement, de tout ce qu'on peut créer à l'intérieur de nous. Et ça, c'est le plus difficile à stopper.
Ça, c'est le pire. Alors, je vais vous raconter une histoire, mais ça paraît complètement ridicule. Mais une fois, on a voyagé avec on a rencontré un ami cycliste quand on était en Turquie. Puis lui, il adorait regarder de temps en temps des films sous tente, ce qu'on faisait jamais. Et puis une fois, on a regardé un film, et c'était un Tarantino. Eh ben, on était en Ouzbékistan. Ce jour-là, alors déjà, quand ça fait longtemps qu'on n'a plus regardé de films, parce que ça faisait extrêmement longtemps que j'avais plus de télé déjà. Donc voilà, je regarde jamais de films. Déjà, quand on n'a plus l'habitude, on plonge complètement dedans, donc on fait plus la différence entre les personnages et nous. Et puis en plus, après, quand il faut aller aux toilettes dehors, quand il fait nuit, quand on est en Ouzbékistan, eh ben, je peux vous dire que ça fait vraiment peur. Et du coup, je refuse maintenant. Je refuse de regarder tout ça, qui nourrissent complètement les peurs qui sont à l'intérieur de moi. Parce que pour moi, il y a vraiment deux énergies dans la vie. Il y a une est l'amour et l'une est la peur. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, prend sa source, soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc finalement, c'est toujours un choix conscient ou non de nourrir ces peurs ou au contraire de ne pas les nourrir. De nourrir ce qui nous inspire, de nourrir ce qui nous émerveille, de nourrir ce qui nous cultive. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on va oublier les peurs qu'on a. Alors, je vais donner un exemple que je trouve assez parlant. Quand on était au Japon, on a rencontré un homme qui était extraordinaire, il s'appelait Hiro. Puis Hiro, eh ben, il a décidé à l'âge de 30 ans de planifier toutes ses dépenses professionnelles jusqu'à l'âge de 100 ans. Pardon, ses dépenses personnelles jusqu'à l'âge de 100 ans. Ça veut dire qu'il a tout planifié, même les imprévus, apparemment. Alors, je ne sais pas comment il a fait, il est extraordinaire, hein, cet homme. Mais moi, je me suis toujours dit, mais comment cet homme arrive à accueillir le changement dans sa vie? C'est incroyable. Mais finalement, comment nous, est-ce qu'on arrive à accueillir le changement? C'est pas si facile que ça d'accueillir le changement dans sa vie. Et puis même, des fois, on a ces étiquettes qu'on a sur le front, puis qui nous collent pendant des fois une vie. Donc, c'est pas si facile de vraiment accueillir le changement, puis d'aller dans ce changement. Alors, on s'est rendu compte, bah, justement, le fait de créer des attentes, ça amène beaucoup de peur. Alors, je vais donner un exemple tout bête, hein, mais on était combien de fois, en fait, en roulant, on avait juste envie de rejoindre la prochaine ville pour avoir une douche chaude. Combien de fois on disait, ah, mais juste une petite douche chaude. Et puis là, on arrive effectivement en ville, on va sous la douche, puis on a un filet d'eau glaciale qui coule goutte à goutte. Alors, je te laisse imaginer l'immense frustration qui est présente. C'est énorme. Mais en même temps, la frustration, elle n'est pas présente à cause de qu'on n'a pas eu une douche chaude. Ça fait des mois qu'on se douche à l'eau froide, c'est pas un problème. C'est franchement pas un problème. Sauf qu'on s'attendait à une douche chaude. Et du coup, la frustration, l'immense frustration qui vient quand on a des attentes par rapport au chaud. C'est ça qui est difficile. La même chose en tant que Suisse, quand on ouvre une carte, bah, quand on voit un trait bleu dessiné sur une carte, bah, pour nous, il y a de l'eau. Mais quand on est fin fond du Tadjikistan, à 4000 mètres d'altitude, puis qu'on voit sur notre carte un trait bleu, puis qu'on se dit super, on va aller rejoindre la rivière. Puis que là, quand on arrive, finalement, la rivière est asséchée, parce que dans plein de pays, c'est pas parce qu'il y a un trait bleu qu'il y a de l'eau dans la rivière. Ben, on s'est rendu compte qu'on avait une attente inconsciente. Pour nous, tous les traits bleus indiquent de l'eau, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc c'est comme s'il y a vraiment, c'est vraiment une espèce de transformation, en fait, d'une conscience, d'une vigilance de ce que l'on porte dans notre esprit, en tant qu'attente, en tant que peur, en tant que scénario qu'on n'arrête pas de nourrir. Alors après, effectivement, parfois, il y a des vraies peurs. Il y a des peurs qui sont vraiment présentes. Alors par exemple, moi je vais raconter une peur, on était en Alaska. Puis on est arrivé en Alaska, et puis effectivement, quand on est arrivé en Alaska, ben, j'avais vraiment envie de... On est arrivé dans la première ville en Alaska, puis là, il y avait une peur qui résonnait vraiment fort, c'était les ours. Pourtant, les ours, je les connais bien. J'avais déjà vécu en Alaska pendant plus d'une année avec les ours, je les connaissais, et j'avais pas peur des ours. Mais cette fois-là, en 2019, j'avais vraiment peur des ours. Et puis, j'étais même pas sortie de la première ville d'Anchorage.
qu'il y a une cycliste qui nous rejoint, puis elle pédale un bout avec nous, puis elle commence à parler et tout, elle était super sympa. Puis à un moment donné, elle me dit, tu sais pas ce que j'ai fait ce week-end? Puis je dis, non, je sais pas ce que tu as fait ce week-end. Elle dit, mais en fait, j'étais en train de camper, j'ai des amis qui sont allés camper, puis ils se sont fait attaquer par un ours. Alors moi, j'ai réparé leur tente. Mais en fait, je me suis arrangée pour garder la marque des griffes. Tu sais, c'est génial comme souvenir. Puis moi, j'étais là, mais super, terrifiée, terrifiée. Et je me suis dit, si je suis pas encore sortie de la ville d'Anchorage, qu'il y a une dame qui vient me raconter ça, ça veut dire que je suis tellement en train de vibrer les peurs. Et moi, pour moi, vraiment, quand on vibre quelque chose de si fort, on l'attire. Donc, j'avais vraiment pas envie d'attirer un ours vers la tente. Je me suis dit, il faut vraiment que j'aille voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qu'il y a. Et j'ai fait tout un travail pour aller vraiment chercher à l'intérieur qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Me rends compte que finalement, dans tous les berceaux du monde, on met un ours en peluche. C'est la première chose que tous les enfants reçoivent. C'est incroyable quand même. Et du coup, d'aller vraiment chercher qu'est-ce qui était cette peur à l'intérieur de moi, pour après la rendre humaine. Alors la rendre humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu que ce soit un gigantesque dragon qui nous fait peur, ou au lieu que ce soit une petite souris qu'on essaie de cacher sous le tapis puis qui revient à tout moment quand on l'attend pas, eh ben c'est de considérer la peur à sa hauteur. Puis quand on arrive à considérer la peur à sa hauteur, c'est-à-dire à notre hauteur, la rendre humaine finalement, et ben après on peut la prendre par la main et puis on peut marcher main dans la main avec elle. Ça veut dire qu'on peut continuer d'avancer en reconnaissant, en accueillant la peur qui est à côté de nous. Alors après, il y a tout plein de méthodes pour aider à la transmuter, à la transformer, mais des fois, il faut marcher un moment à côté d'elle pour pouvoir ensuite la transmuter, pour pouvoir aller chercher justement ces mémoires cellulaires, ces mémoires transgénérationnelles, qu'est-ce qui vient vibrer en nous, mais en même temps, de pouvoir déjà rien que l'accueillir, la reconnaître et marcher main dans la main avec elle, c'est énorme. Alors du coup, j'ai une question. Je voudrais juste revenir tout à l'heure. Tu parlais des attentes en voyage. Comment, tu sais, par rapport à la rivière, etc. Euh, comment vous faites? Alors, je ne sais pas si on peut, mais comment on fait du coup pour diminuer ces attentes, pour les revoir à la baisse, les occulter, les accueillir? Je ne sais pas. Comment on fait du coup pour peut-être avoir moins d'attentes et du coup ne plus avoir cette frustration? Alors, les attentes inconscientes, elles sont super dures parce que tant qu'on ne les a pas conscientisées, on ne peut pas s'en rendre compte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est déjà voir toutes les attentes que l'on porte. Alors, les attentes, déjà, moi, ce que je trouve qu'on oublie souvent, c'est les attentes qu'on porte l'un envers l'autre, au niveau du couple, par exemple. Mm. Vous savez comment on fonctionne en sachant ce que l'autre va réagir? Comment on fonctionne? On va faire quelque chose parce qu'on sait que lui. Mais non. Pourquoi? Et si au contraire, on se donnait la possibilité de se réinventer, soit tous les jours, mais aussi que l'autre se réinvente tous les jours. Et du coup, d'arrêter de fonctionner en termes d'attente, mais de fonctionner en termes de ce qui est en train de se jouer sur le moment. Ça me fait toujours penser à l'image d'un caillou, là. Je vais prendre une pierre. Euh, quand on a une pierre, quand on est dans une relation, on a toujours l'impression qu'en fait, il faut qu'on serre, hein, qu'il faut qu'on serre dans notre main, en fait, la personne qu'on aime. D'accord? Parce que si on ne la serre pas, ben, en fait, ça tombe, quoi. Le caillou, il tombe. Si on ouvre la main, ça tombe. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on peut aussi retourner notre paume vers le ciel, puis juste ouvrir les doigts, et puis le caillou, il tient dans notre paume. On n'a pas besoin de le serrer. Alors quand on est dans les attentes, c'est comme si on enfermait le caillou. C'est comme si on enfermait la relation. Alors que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la paume et puis de pouvoir laisser l'autre se réinventer, s'inventer, se transformer. Pour vivre 12 ans, H24 avec ton conjoint, c'est des choses que vous avez apprivoisées au fur et à mesure du temps, j'imagine. Ouais, en fait, ça a été surtout au début, parce on a vécu une année ensemble avant de partir. Donc, on s'était connus juste une année avant. Donc, il y avait plein de choses qui étaient encore frais dans notre couple, si on veut bien. Et donc, du coup, les 3 premiers mois, ça a été vraiment intense pour déconstruire tout plein de schémas
mentaux qu'on avait, et l'un et l'autre, par rapport à la notion de couple, par rapport à la notion... Parce qu'en fait, de vivre tout le temps à l'extérieur comme ça, le fait d'être vraiment plongé euh, voilà, dans un environnement qui était tout le temps en train de nous déséquilibrer, hein, parce qu'on devait s'équilibrer à chaque instant pour pouvoir... c'est comme la vie, en fait, mais sauf que comme tout était nouveau, les cultures, les endroits et tout, et ben, on était toujours en train de devoir se rééquilibrer. Et du coup, on a vraiment mis en lumière plein de fonctionnements qui étaient assez fous. Euh, je vais peut-être donner un exemple pour... c'est plus facile des fois de comprendre avec des exemples. Xavier, quand on est parti, Xavier me disait toujours, vas-y, mange, mange, mange. Puis, vas-y, mais mange, mange. Puis, à un moment donné, je lui dis, mais tu sais, là, ça va, j'ai assez mangé. Puis, ça a duré un petit moment. Puis, une fois, je dis, je crois qu'il faut juste qu'on parle de ça. Parce que là, tu sais, quand j'ai assez mangé, j'ai juste assez mangé. C'est OK pour moi. Puis, en fait, il y a eu toute une discussion pour mettre en lumière ce que lui n'était pas forcément conscient juste maintenant, mais ça s'est mis en lumière gentiment de dire euh, qu'en fait, si tu veux, comme on vivait tout d'un coup avec un tout petit budget, ben, il avait l'impression qu'on devait partager tout en deux, y compris la nourriture. Donc pour lui, il puisse manger à sa faim, moi je devais manger plus pour que ce soit égal. Il avait cette notion d'égalité qu'il devait absolument maintenir, d'équilibre, et puis du coup, ça devait se maintenir aussi au niveau de la nourriture, puis du budget qu'on utilisait pour la nourriture. Alors, c'était une espèce de croyance qui portait là, une attente, puis je lui ai dit, mais non, Xavier, tu sais, pour moi, c'est ok, je comprends bien que tu as besoin de plus que moi, et c'est important que tu te nourrisses à ta faim, même si ça veut dire manger plus. Et du coup, quand on a pu rééquilibrer ça, il suffisait juste de le dire, hein, ça paraît tout bête quand on le dit comme ça, mais c'était hyper important, parce que pour lui, c'était pas un équilibre. Alors le fait de pouvoir juste le communiquer, ça a permis de remettre l'équilibre. Et du coup, ok, il pouvait manger à sa faim, je mangeais moi ce qui était juste pour moi, et c'était ok, fin de la discussion, on pouvait passer à autre chose. Et donc je pense qu'il y a plein de fonctionnements comme ça, en fait, qu'on base sur des attentes ou des schémas ou des pensées. J'ai l'image aussi d'un couple qui nous avait raconté, je trouvais ça extraordinaire, mais c'est vraiment un bel exemple. Ils ont vécu pendant, je me souviens plus, une dizaine d'années ensemble. Et puis chaque jour, lui, il coupait le bout du pain, là, ce qu'on appelle chez nous le crochon. Et comme c'était sa partie favorite, ben, il l'offrait toujours à sa compagne. Et puis elle, ben, elle aimait bien à chaque fois offrir la mie du pain à son conjoint parce que c'est ce qu'elle préférait. Et ils ont vécu pendant 10 ans à manger ce qu'ils n'aimaient pas. Parce qu'elle, elle préférait la mie, mais elle mangeait le crochon pour faire plaisir à son conjoint. Et puis lui, il préférait le bout du pain et puis il mangeait la mie pour faire plaisir à sa conjointe. Et ça se passe souvent comme ça. Parce qu'en fait, on croit que... C'est vrai, c'est incroyable. C'est très juste hein, ce que tu dis. Donc voilà, donc par rapport aux attentes, l'idée, en fait, c'est juste d'essayer de revenir chaque fois. De se dire, ok, est-ce que là, je suis en train de projeter dans le futur? Est-ce que c'est une projection ou est-ce que je suis en train de vivre par rapport à ce qui se passe maintenant? Ok, bah, par rapport à nos enfants, c'est la même chose. Est-ce que je suis en train de placer des attentes? Ou bien est-ce que, voilà, ah tiens, on va aller dans un magasin, ah, je suis sûre qu'il va encore me faire une monstre scène devant les jouets parce que chaque fois c'est la même chose. Ou bien est-ce que je suis en train de dire, ok, comment est-ce que moi je peux me positionner différemment pour que ça se reproduise pas, puis qu'ensemble on puisse trouver une solution. Est-ce que je suis obligée de mettre des attentes par rapport à ça, ou bien est-ce que je peux aller transformer ce qui est en train de se passer? Est-ce que j'ai l'attente que un mari ou un conjoint, ils doivent répondre à mes besoins, ou est-ce que je suis capable moi d'exprimer mes besoins, et que si mon conjoint n'est pas capable d'y répondre, que moi je puisse y répondre moi-même à mes propres besoins? Est-ce que je suis en train d'exprimer que là j'ai besoin d'un câlin parce que je me sens pas bien? Ou est-ce que j'attends que l'autre le fasse spontanément? Ouais, c'est très juste. C'est une notion d'équilibre et ça nécessite quand même une grande force et sécurité intérieure aussi pour réussir à jongler avec tout ça, quoi. Là, le but, c'est qu'en fait, c'est pas de tout déconstruire d'un coup. L'idée, c'est juste d'être vigilant, de se dire simplement d'être vigilant, de se dire ok, qu'est-ce que je nourris là? C'est juste ça.
Donc des fois, on a l'impression que c'est une grosse montagne, Mm. mais c'est vraiment au contraire de revenir le plus en lien avec soi. Et puis, quand on est en lien avec soi, c'est pas forcément une Mm. grosse montagne, c'est juste pas à pas. Puis on est tous en train d'apprendre. Puis on a tous des attentes qui giclent de temps en temps. Puis heureusement, Oui, à part à un moment donné, c'est pas non plus une c'est obligation de vouloir tout maîtriser et de tout gérer. Il faut aussi peut-être laisser une part de voilà, il y a de l'attente et c'est comme ça, et il y a de la frustration et c'est comme ça, et c'est aussi la vraie vie, quoi. On peut pas toujours tout contrôler. bah, justement, c'est pas dans le Mmh. contrôle qu'on va pouvoir le faire. C'est Mmh. vraiment dans la maîtrise. L'idée de maîtrise, c'est l'idée de contrôle, c'est quand on va vouloir vraiment par un stress gérer tout ce qui se passe. Alors que l'idée de maîtrise, c'est vraiment dans la détente, dans l'accueil de ce qui se Mmh. passe, dans le ressenti. Donc c'est vraiment dans l'idée de, ok, je suis dans la maîtrise de ma vie. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas passer par des frustrations, j'accueille les frustrations, Mmh. les attentes que j'avais posées. Mais au lieu peut-être de juste accueillir la frustration en me disant, bon ben voilà, je suis frustrée, je suis frustrée, je suis frustrée, dire ok, j'accueille cette frustration, mais par contre, je peux essayer d'aller me dire, bon ben ok, peut-être que la prochaine fois, je ne suis pas obligée de poser une attente. Mmh. Puis peut-être vous arrivez la prochaine fois, puis peut-être que la prochaine fois, ça ne marche pas non plus, puis c'est pas grave. On est tous en train d'expérimenter, puis c'est ça le Mmh. but, c'est d'expérimenter. Et après, l'idée, ce que moi j'aime bien, c'est d'aller rechercher finalement, quand j'ai une frustration, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que ça a nourri en moi? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est pas de dire je dois pas la vivre, mais c'est d'aller après juste, voilà, me Mmh. dire ah tiens, ah ouais, tiens, peut-être que j'aurais pu faire ça juste comme ça. Ok, peut-être que j'arriverai la prochaine fois, mais c'est pas grave. Mmh. C'est vraiment de revenir Mmh. dans ce moment présent où, à la limite, c'est de se dire bon bah ok, j'ai une douche froide et alors? C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me mettre dans cet état-là parce que j'ai une douche froide? Est-ce que je peux juste accueillir ce qui est maintenant? Je voudrais revenir du coup, j'avais la question sur les attentes qui était là, et je voudrais qu'on revienne aux peurs, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet, et je discute beaucoup avec des parents voyageurs de tout horizon, et c'est vrai qu'à chaque fois, dans les interviews, ce sont des personnes qui vont dépasser leurs peurs pour aller vivre leurs rêves. Et il y a aussi une partie de la population qui, quelque part, n'ose pas franchir le premier pas par peur d'aller voir au-delà. Alors, j'ai plusieurs questions autour de ça. La première, c'est qu'est-ce que toi, tu pourrais dire par rapport aux peurs à ces personnes qui n'osent pas se lancer dans la vie de leurs rêves, dans le projet de leurs rêves, enfin, quel que soit le projet qu'ils ont en tête, qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour essayer d'apprivoiser cette peur, comme tu disais, pour marcher main dans la main avec? Ben, moi, je vais expliquer plutôt par rapport à nous, en fait, comment on fait nos choix. Alors, par exemple, on a traversé le désert de Gobi, qui est le désert le plus froid au monde, avec Phoebe, qui avait tout juste une année. Et comment est-ce qu'on arrive à finalement à traverser un désert comme ça, en autonomie, sur nos vélos euh, comment est-ce qu'on peut le faire? D'ailleurs, Phoebe, c'est la plus jeune enfant à avoir traversé le désert de Gobi en Mongolie, à vélo. Et, et ben déjà, quand on est arrivé à Ulaanbaatar, donc le désert, enfin, on est parti. Quand on est arrivé à Ulaanbaatar après avoir traversé depuis la Sibérie et le lac Baïkal, toute la première partie de la Mongolie, je me souviens d'avoir eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit mais les larmes aux yeux d'avoir réussi à emmener nos filles dans ces espaces sauvages, d'avoir pu traverser toutes ces recoins isolés, d'avoir vraiment réussi ensemble à pouvoir traverser ça. C'était comme si j'avais pu vraiment vivre quelque chose de très très fort, puis je sentais à quel point ça avait été si intense et puis si qu'il y avait eu besoin d'un alignement intérieur qui était tellement puissant. Puis en même temps, je savais qu'en arrivant à Lombator, qu'il y avait autre chose qui était en face de nous, puis qui était un défi encore beaucoup plus grand que ce qu'on venait juste de faire. Donc à la fois, je chantais cette gratitude d'arriver, puis à la fois, je chantais cet appel vers le Gobi, cet appel et à la fois tout ce que ça représentait de peur, d'inconnu, c'est traverser le désert de Gobi, c'est quelque chose de, voilà, c'est intense, quoi. Et, euh, et du coup, il y a eu tout un travail qui a été fait. Il y a eu d'abord un travail d'aller vraiment se renseigner sur tous les points factuels. Où sont les points d'eau?
quels seront les vents dominants, où seront les points de nourriture, où est-ce qu'on a des endroits où on peut aller chercher de l'aide si jamais, voilà, enfin vraiment aller se renseigner par rapport à toutes les informations qu'on a besoin pour nous par rapport à traverser à vélo. Donc il y a une première partie qui est vraiment factuelle, qui est vraiment d'aller se renseigner, d'aller voilà, nourrir un petit peu ce côté mental qui a besoin d'être nourri aussi, d'être rassuré, d'être apaisé, de savoir où sont les choses, de connaître les choses, de connaître les dangers, de se renseigner sur les animaux. Enfin voilà, il y a toute une espèce de connaissance qu'on va aller chercher. Et puis en même temps, il y a tout un autre aspect qui est vraiment en lien avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, puisqu'on porte à l'intérieur de nous. Puis là, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qui vibre. Alors, si j'aime bien imaginer, j'aime bien l'image de l'océan. Alors, on peut imaginer un océan, et puis là, on voit vraiment la tempête qui est sur l'océan, avec des vagues gigantesques, ça brasse dans tous les sens. Voilà. Quand on est dans cet état-là, on sent bien, on est vraiment dans les peurs. Maintenant, quand on prend une décision puis qu'on sent qu'elle est juste pour nous, c'est comme si on était au fond de l'océan. C'est-à-dire qu'au fond de l'océan, il y a une espèce de calme qu'on peut ressentir. Une espèce de la profondeur des océans, ce calme paisible. Ça ne veut pas dire qu'au-dessus, il n'y a pas des vaguelettes de peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des courants marins puis qu'il n'y a pas des choses au-dessus de la surface là. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une espèce de puissance, il y a une espèce de sérénité comme ça, qui dit c'est ok, c'est juste. Et nous, quand on sent ça, eh ben, ça veut dire que c'est ok pour nous d'y aller. Alors, je comprends que c'est pas facile à sentir cette différence-là, mais, mais, euh, mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce qui vibre en nous. Ok, j'ai le projet d'aller de monter une nouvelle boîte, j'ai le projet de partir en caravane pendant 2 ans. Pourquoi je le fais déjà? Qu'est-ce que ça vient nourrir en moi? Est-ce que je le fais pour fuir quelque chose? Est-ce que je le fais pour faire quelque chose? Est-ce que je le fais? Quelles sont les lignes que j'ai envie de choisir par rapport à ce projet-là? C'est important de choisir des lignes en famille. De dire, ok, pour être aligné sur la même chose. Est-ce qu'on va se laisser porter par le vent? Est-ce qu'on planifie notre itinéraire? Est-ce qu'on a envie d'aller à la rencontre des gens? Est-ce qu'on a plutôt envie d'aller en nature? Quel est l'équilibre qu'on choisit par rapport à tout ça? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas à jour à chaque fois ces choses qu'on a, ces grandes lignes qu'on choisit. Mais ces grandes lignes qu'on choisit, ça nous aide à avoir comme une vision qu'on envoie dans l'univers. Alors, par rapport à cette vision, j'aime bien d'ailleurs avoir un exemple aussi. C'est important d'avoir une vision claire de ce qu'on veut envoyer et en même temps, c'est important de ne pas s'y attacher. Il y a une vision, comme ça. Par exemple, on a fait du kung-fu quand on était en Chine. Et puis les maîtres kung-fu, eh ben, ils sont extraordinaires. Hein. Les maîtres de 80 ans qui se cassent une brique sur la tête, c'est quand même impressionnant. Alors, moi, je me suis toujours intéressée à comment ils arrivaient à faire ça. Et en fait, ce qu'ils vont faire, déjà, c'est qu'ils vont déplacer. Alors, par exemple, s'ils veulent casser une brique avec leurs mains, ils vont déplacer d'abord leur énergie au niveau de la main. Donc, ils vont comme vraiment mettre une forme d'énergie, de vie au niveau de la main. Ils vont vraiment augmenter leur niveau vibratoire. Bon. Ensuite, ils vont positionner leur brique face à eux. Et ce qu'ils vont mettre dans leur tête, c'est pas qu'ils sont en train de casser la brique. C'est que la brique est déjà cassée. Leur vision, c'est la brique est déjà en deux. Et ensuite, ce qui est hyper important, c'est qu'ils vont laisser le mouvement se faire. C'est pas eux qui choisissent du mouvement. C'est la vie qui va faire le mouvement pour que la brique se casse. Donc on a toujours l'impression qu'en fait on doit poser des objectifs puis arriver à ces objectifs. Enfin moi je pense complètement le contraire. Je pense qu'on a des visions à poser. On a des visions à long terme à poser, une espèce d'idéal à poser. Et après, on lâche cet idéal et on laisse la vie nous guider sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des détours.
Au contraire, justement, nous, on ne peut pas choisir le chemin. On n'a pas cette conscience suffisamment grande pour comprendre en fait le chemin. On ne peut pas le dessiner. Par contre, on peut aller mettre un idéal sur lequel le chemin va se construire. La vie va nous y emmener. Et je pense que c'est la même chose par rapport à débuter un projet. C'est d'aller construire un idéal, le faire vibrer au point qu'il soit déjà présent en nous, et après lâcher pour que le chemin se fasse. Et effectivement, il y a un moment donné où on n'aura pas le choix que de plonger, de faire ce premier pas. Mais je crois que c'est vraiment une croyance qu'on a, qu'on n'est pas toujours en train de faire des premiers pas. Seulement, on l'oublie. On oublie qu'en se levant, on est en train de faire un premier pas, puis qu'on est en train d'écrire une nouvelle page blanche de ce qu'on est en train de vivre. Et quand on réalise ça, quand on réalise que chaque jour, on est en train d'écrire la page blanche de notre vie, que chaque jour, on est en train de faire un pas, ben c'est juste un pas de plus que d'aller faire le projet qui vibre vraiment en nous. Très intéressant, hyper intéressant. Quand, parce que justement, tu parlais de la vision, etc. Quand vous êtes partis au départ, vous n'étiez pas partis pour une vie sur les routes, vous étiez partis 3 ans, c'est ça, au départ? Et à quel moment ça a vrillé en fait dans votre esprit? Alors, on était parti pour 3 ans, mais si on veut bien partir pour 3 ans, c'est suffisamment long pour devoir mettre des lignes qui sont quand même assez fortes. Donc, les lignes qu'on avait choisies quand on est parti pour 3 ans, finalement, elles étaient suffisamment ancrées en nous et suffisamment alignées pour nous pour pouvoir finalement les garder le long du chemin. Donc on a vraiment décidé de faire confiance en la vie, de faire confiance en nos corps, de faire confiance aux gens. Enfin voilà, il y a eu plein de choix comme ça qui ont été faits, qu'on a gardé, de se laisser guider par le chemin, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a gardé. Donc si on veut bien, ces lignes-là, une partie de ces lignes, même si d'autres sont venues en cours de route, une partie de ces lignes, elles se sont transformées et d'autres ont été conservées, si on veut bien. Par contre, à un moment donné, il y a eu vraiment la sensation qu'on faisait plus que juste faire un périple, mais qu'on était vraiment en train de vivre différemment. Puis cette transformation, elle s'est faite plus ou moins en Kazakhstan après 1 année et demie, 2 ans sur les routes du monde. Où on a vraiment senti que c'était un changement dans notre manière de vivre et de vivre ce qu'on était en train de vivre. Et, et, et ça a vraiment permis de transformer en fait ça a transformé parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on a décidé aussi de pouvoir accueillir une famille, si on veut bien. Et c'est ce qui a fait que tout s'est emballé, si on veut bien. Mais c'est vrai que moi, je le dis encore aujourd'hui, quand je regarde derrière, j'aurais jamais pu imaginer la vie qui allait se dévoiler. Enfin, même dans mes rêves, j'aurais pas pu imaginer quelque chose d'aussi grand. De prendre mes filles comme ça en Mongolie, en Alaska, si j'avais su à 20 ans que je ferais ça, j'aurais dit, mais vous oubliez, quoi. C'est pas possible. Et donc, du coup, le fait d'avoir fait confiance en la vie, d'avoir lancé les grandes lignes, d'avoir fait confiance à la vie, ça nous a permis d'aller encore plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. D'aller au-delà, finalement, de ce qu'on... C'est un peu comme si la vie, elle dévoilait en fait sa grandeur, puis qu'on allait au-delà de ce qu'on pouvait même imaginer de ce qu'on allait faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois d'envoyer une vision et à la fois de se laisser ouvrir par tous ces champs du possible, qui fait on va naviguer là-dedans, puis qu'on va peut-être y arriver à destination, peut-être pas, et c'est pas important. Parce qu'on se rend compte que finalement, quand on navigue comme ça, on apprend tellement de choses que la destination, elle perd de son sens. Et au contraire, peut-être que cette destination, c'est juste un point de passage, et puis finalement, on va aller beaucoup plus loin, puis qu'on va remettre des visions qui sont beaucoup plus loin. Donc l'idée, c'est simplement de se dire que quand on arrive à s'ouvrir à la vie, à s'ouvrir à toutes ces possibilités qui sont là, euh, et ben c'est comme si on pouvait vraiment plonger dans toutes ces possibilités, dans ce qui vibre en nous pour créer vraiment la vie. Finalement, on revient toujours aussi quelque part à cette notion de premier pas, d'oser franchir le premier cap, parce que tu peux pas savoir finalement quelle est la vie que tu auras si tu dépasses pas cette première peur, tu vois? Parce que si finalement vous étiez arrêté à je peux pas partir 3 ans pour X ou Y raison, en fait, tu n'aurais pas pu avoir toute cette vie. Et la moralité, finalement, je me dis, c'est que oser surmonter cette première petite peur qui est finalement
plus conscientisé que réel finalement, pour pouvoir après dévoiler l'ensemble des capacités de la vie en fait. Tu vois? Parce que sinon comme tu disais, à 20 ans, jamais tu te serais dit: je vais traverser le désert avec mes filles, enfin je vais vivre sur les routes», enfin, c'est qu'à un moment donné, tu t'es mis en action et tu osé franchir ce premier petit pas, quoi. Je pense que tu as utilisé un mot qui est très intéressant, c'est de se mettre en action. Et je pense que ce qu'on a oublié, puisqu'on oublie aussi beaucoup, c'est l'énergie qu'on prend à essayer de faire quelque chose qui ne vibre pas pour nous. C'est un peu comme si on mettait le truc dans le mauvais sens. C'est-à-dire, comment faire le premier pas pour vivre ce qui est pour moi? C'est pas ça la question. C'est comment, finalement, je peux rester dans quelque chose qui ne me convient pas. C'est de se dire, finalement, pourquoi est-ce que c'est si dur d'aller faire ce qui vibre pour nous, alors que c'est Mmh. si facile de faire ce qui vibre pas pour nous? Bah non. La question, c'est juste de dire, ok, là, je me sens pas en équilibre, il y a quelque chose qui m'appelle. Est-ce que je suis d'accord de suivre cet appel ou non? Ouais, mais aujourd'hui, est-ce que tu penses pas qu'on est complètement bloqué dans un système d'une société qui nous empêche et qui nous garde, tu sais, comme des petits, tu vois, bien gentils dans leur maison à consommer? Et est-ce que du coup, c'est pas tout ça, toute cette société qui nous fait penser qu'en fait, c'est l'inverse, tu vois? Bah, évidemment, si on veut bien, il y a un inconscient collectif qui dit que la sécurité, elle Mmh. vient de l'extérieur, qu'il faut avoir ci, qu'il faut avoir ça Mmh. pour pouvoir être en santé, pour pouvoir pour son avenir. Enfin, il y a bien sûr, il y a tout le poids de l'inconscient collectif. En même temps, j'ai envie de dire, j'aime bien, c'est un exemple hyper courant, mais l'exemple de la grenouille, quoi. La grenouille, on la fait cuire à petit feu, elle va se faire cuire jusqu'au bout. Tu la mettrais dans cette eau bouillante, elle sortirait tout de suite. Donc l'idée, c'est, ok, où est-ce que j'en suis par rapport à la grenouille? Est-ce que je suis en train de bouillir à petit feu là? Mais peut-être que ma vie, elle me correspond très bien et que je suis complètement en adéquation avec qui je suis et c'est ok. L'idée, c'est pas de. Enfin, j'invite vraiment pas tout le monde à partir sur les routes du monde. L'idée, c'est vraiment d'aller faire ce qui vibre pour eux. Si c'est d'aller peindre, mais allez peindre. Et puis, ça veut pas dire qu'il faut complètement transformer sa vie. C'est un chemin vers ce qui vibre pour soi. Bon, finalement, on est en train de cheminer vers la vie qui a envie de naître à travers soi. C'est un peu comme si. Enfin, on se rend pas compte, mais à quel point on perd de l'énergie. Enfin, moi, c'est venu hyper présent là ces derniers temps, mais on parlait des attentes inconscientes. Mais combien de fois on essaye en fait de se mouler aux attentes des autres, d'essayer vraiment de plaire aux autres en se moulant pas à ce que les autres pensent, mais à ce que on pense que les autres pensent. Et en plus, on essaye souvent de se mouler pire encore aux attentes inconscientes que les gens ont de nous. Donc, ça veut dire qu'on essaie de se mouler à quelque chose que les gens ne sont même pas conscients qu'ils nous envoient. Donc, ça paraît, quand on dit ça comme ça paraît complètement ridicule. Et pourtant, c'est tellement dur. Et pourtant, c'est tellement dur de ne pas se mouler aux attentes des autres. C'est hyper dur de vraiment exprimer sa vérité, de vraiment dire qui on est. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, quand je ne suis pas à l'appel de ce qui vibre à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Si je ne fais pas ce qui vibre en moi, ce qui me rend dans la joie, qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Qu'est-ce que je suis en train de construire comme vie? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'expérimenter? Donc des fois, on a l'impression que de faire un premier pas, c'est difficile, mais de rester des fois dans la vie qu'on s'est construite et dans les prisons intérieures qu'on s'est construites, ça aussi, c'est super dur. On l'imagine pas dans ce sens-là, mais c'est tellement vrai aussi, au final. On va être obligé de conclure l'épisode parce qu'on est déjà à 1 h 30 et j'avais encore deux, trois questions, mais je voudrais te poser une question puisque là, on est dans les rêves, dans l'action, dans le changement de vie, dans la réflexion à soi-même sur ce qu'on a envie. Aujourd'hui, vous avez vécu 12 années complètement incroyables. J'ai envie de te poser la question, de dire, mais est-ce que tu as encore des rêves? Parce que j'ai l'impression que tu as vécu tellement de choses. Est-ce qu'après avoir vécu autant de choses, tu as encore des rêves? Et quels sont-ils si tu veux nous les partager, bien sûr? Ouais, alors c'est vachement intéressant en fait parce que on parlait ça justement avec Xavier dernièrement parce que c'est hyper, c'est un peu, je dirais à la mode
en tout cas en Amérique du Nord, ce qu'ils appellent les bucket lists. Je sais pas si c'est Mm. aussi, voilà, Ouais. si c'est aussi, on en parle ici aussi. Et cette idée de faire une liste de ce que tu as envie de faire avant de mourir. Enfin, avant de mourir ou avant un certain âge ou Mm. avant, c'est égal. Hein. Et, euh, et tiens, moi, je me suis toujours dit, on se disait avec Xavier, mais on n'arrive plus à mettre des choses concrètes. On n'arrive plus à mettre, genre, faire un saut en parachute, aller voir, visiter Jakarta. Ça nous parle plus, en fait. Par contre, ce qui nous parle, c'est vraiment de mettre d'autres notions, comme par exemple de nourrir cet équilibre qu'on a en famille, de par exemple d'aller encore plus loin dans la communication qu'on peut avoir avec la nature, comme par exemple d'être capable de plus encore s'affirmer dans la vérité qu'on porte et qu'on peut peut-être partager. Euh, et aussi de se rendre compte que finalement, en se laissant la possibilité de se réinventer à chaque fois, c'est un petit peu comme si les choses nous appelaient au-delà de nous. Alors tout d'un coup, pouf, il y a un projet de livre qui arrive et puis ça va nous faire travailler sur plein de facettes qu'on n'avait pas pensé, puis ça va nous faire avancer sur notre chemin. Puis en fait, ce projet de livre va vous amener quelque part. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si on avait lâché ce besoin de devoir choisir ce qui allait se passer, qu'on était à la fois dans une vision qu'on envoyait et qu'à la fois qu'on allait se laisser porter, guider par ce qui nous appelait au moment où ça nous appelle. Et du coup, ça permet d'être dans un espèce de lâcher prise et dans une sorte de confiance en la vie qui fait qu'on va. Comment ça? C'est un petit peu comme si on essayait de projeter avec notre esprit, on allait enfermer des choses. On allait les rendre plus petites. Alors que si on les laissait à l'univers, et ben que ça allait se projeter différemment, que ça allait se mettre autrement, que ça nous amener dans d'autres voies. Que finalement, on suit toujours l'appel de ce qui vibre pour nous. Et peut-être que demain, l'appel de ce qui vibre pour nous, ce sera de nous sédentariser, de nous installer, d'avoir une maison, et c'est OK. C'est vraiment de ne pas finalement enfermer les choses, mais vraiment de laisser les choses venir. Et, euh, et du coup, ces rêves, eh ben, ils sont à la fois hyper présents dans les visions qu'on envoie, et à la fois, ils sont ouverts à tous les champs des Pour possibles. résumer, si j'ai bien compris, vous êtes t'es plus dans la projection d'un endroit, mais tu attends en fait que l'endroit t'appelle en fait. Complètement. Donc, on a vraiment la notion que les lieux nous appellent et qu'on va être appelé vers le bon lieu pour X, Y raison, et puis qu'on comprendra ou qu'on ne comprendra pas, mais c'est pas important. Et du coup, on a vraiment l'impression vraiment de sentir l'appel des lieux. Mm. C'est incroyable, c'est complètement à l'opposé aujourd'hui du monde, enfin, du fonctionnement actuel de la majorité des gens où on projette un rêve, alors sans forcément être sur une bucket list comme tu disais, mais de vivre un rêve, de vivre un an à un endroit, partir en camping-car, vivre des expériences, on va le dire plutôt comme ça. Mais je pense que peut-être qu'il faut commencer par ça pour se laisser après la possibilité des champs venir à soi peut-être aussi. Bah, peut-être que simplement la vision, ça pourrait être de se visionner en train d'être en camping-car quelque part dans le monde avec ses enfants, par exemple, hein, Mm, puis de vraiment ancrer cette vision en nous pour qu'elle puisse se réaliser, se mm, matérialiser dans une forme de voyage, et puis après de laisser cette ouverture à finalement comment ça va se produire, dans quelle direction, voilà, mm, c'est ça que je vais plutôt dire. Donc d'avoir cette vision de oui, je suis en train de camper, puis de la mettre vraiment très clairement dans notre tête, de visualiser que tu es en train de bouger en caravane, mais sauf forcément, voilà, ou que tu es en train de bouger en caravane dans un tel pays avec certains trucs, mais plus tu mets d'objets, en fait, plus tu vas mettre d'objets, plus tu mets de limitations. mm. Alors que si tu mets juste l'énergie que tu ressens en train de voyager dans ton camping-car, puis tu sens juste comme tu te mets dans l'énergie voilà, de liberté, de joie, de te sentir en vie quand tu es dans ton camping-car, quand tu es en train de manger à côté de tes enfants, puis que tu laisses le paysage complètement flou, et ben en fait, il va pouvoir se remplir de Mm. c'est égal quoi, de plein de choses. Peut-être de plein de choses que tu n'as pas imaginées. C'est vrai, c'est Donc c'est incroyable. Et plutôt par rapport à pardon. Et tout est relié finalement. On revient à ce système d'attente, etc. Et tout est hyper mais c'est connecté.
Ça me fait penser juste à un autre exemple, c'est par rapport à justement à l'idée de motivation. Les gens nous disent: «Mais comment vous faites pour motiver nos filles?» Puis il y a vraiment cette idée dans notre société qu'il faut avoir un but, puis y arriver, puis avoir un but, puis y arriver. Donc du coup, avoir une carotte ou un sucre ou quelque chose qui font que les filles vont avancer. Mais nos filles, elles fonctionnent plus du tout comme ça. Elles fonctionnent pas comme ça. On n'a jamais fonctionné comme ça avec des sucres à la fin. Au contraire, c'est à chaque fois la vie qui nous amène les cadeaux le long du chemin. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne sait pas quand ils vont arriver. Et quand ils arrivent, c'est encore plus fantastique parce que du coup, on ne s'y attend pas. Et surtout, par rapport à la motivation, cette idée, j'aime bien l'idée du vent. Parce que un des éléments les plus redoutables quand on est à vélo, c'est le vent. Quand on a un vent en sens face de face, c'est infernal parce que c'est comme des montées à n'en plus finir, mais il n'y a jamais de descente à la fin. Puis il n'y a surtout pas la vue du col, donc du coup c'est vraiment assez, c'est vraiment intense. Et puis ça peut durer des jours et des jours et des jours. Et, euh, et au début, on a vraiment essayé de se battre contre. C'est comme si, ouais, pour pouvoir traverser, il faut y aller, il faut s'armer de persévérance, lutter, puis vraiment avancer. Mais on s'est rendu compte que ça marchait pas. Et surtout, par exemple, ça a été très très flagrant quand on traversait le désert en Australie, parce que tout est rouge. Donc, il faut imaginer la terre rouge qui est tellement charismatique, qui fait tellement vibrer la colère en nous, que cette lutte, ça venait vraiment entrer dans la force, quoi, une force très très comme ça, bélier, puissante. En fait, et on perd tellement d'énergie là-dedans, on s'épuise. Et ce qu'on a appris, c'est au contraire, c'est d'utiliser le vent, alors déjà de l'accepter comme étant un fait, d'utiliser cette force du vent pour, si on veut bien, qu'elle vienne vers nous, qu'elle nous traverse et qu'on le réutilise pour traverser, mais en douceur, de passer en douceur. On n'est pas obligé de passer avec perte et fracas. On n'est pas obligé de passer en faisant justement tout sauter. Et c'est la même chose pour faire le premier pas. On n'est pas obligé de faire le premier pas en faisant tout sauter. On peut aussi s'autoriser à faire un premier pas en douceur. On peut s'autoriser à aller dans les résistances par la douceur. Et du coup, la motivation, on a toujours l'impression que la motivation et la persévérance doivent passer par la force et le courage, mais au contraire, elle peut passer par la douceur et la fluidité. Donc aussi de visionner que notre passage de sédentaire à nomade, par exemple, pour aller faire notre premier voyage en camping-car en famille en couple, c'est égal, ou tout seul, c'est de se dire on n'est pas obligé non plus de mettre dans l'énergie que ça va être une lutte, que ça va être dur. On peut aussi mettre que ça s'aligne et puis que ça se fait dans la douceur. Et puis qu'on est tellement aligné par rapport à ce qu'on est, ce qui est juste pour nous, que les portes, elles s'ouvrent les unes après les autres. C'est vrai. Mais on est tellement peut-être aussi un peu biberonné au il faut travailler dur pour y arriver. Tu vois, cette notion de souffrance, elle a toujours été quand même assez inculquée dans nos sociétés. Tu vois, la facilité n'existe pas en fait. Il faut travailler dur, il faut travailler dur à l'école, il faut travailler dur tout le temps pour réussir. Et en fait, je pense qu'on est aussi très très conditionné par ça et que voilà, c'est pour réussir quelque chose, il faut en chier en fait. Alors qu'en fait, on Mais pourrait aussi très bien voir les choses différemment, quoi. c'est rigolo parce que par rapport à l'école qu'on fait avec Naïla et Phoebe, souvent on a à un moment donné, parce qu'on fait vraiment l'apprentissage libre en nature avec Naïla et Phoebe, puis tout d'un coup on a vraiment cette notion que les gens on arrive à un blocage qui vient, puis en fait ce blocage il est par rapport à toute la pensée darwinienne qu'on a reçue, qui dit que les plus forts survivent. Si tu veux survivre, tu dois être le plus fort. C'est comme ça, c'est le processus d'évolution, c'est comme ça qu'a fait que c'est ce qu'on est devenu, c'est les plus forts ont survécu. Et en fait, on a tellement ancré ça dans tous les aspects de notre vie, y compris l'éducation, y compris le fait d'aller à l'école, hein, et qu'en fait, on en a oublié une partie. Et il y a un livre qui est assez fabuleux qui s'appelle La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. Et je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est un livre qui circule pas mal ces temps un peu partout. Ce qui est génial là-dedans, c'est que lui, il montre en fait les arbres, même les végétaux, ils s'entraident entre eux. Ils communiquent et ils s'entraident entre eux.
Alors moi, j'ai toujours envie de poser la question quand on arrive à cette discussion qui amène de dire ouais, mais de toute façon, il faut qu'il y ait une compétition, il faut que ce soit le plus fort qui gagne, il faut pousser nos enfants. De dire et si on avait basé notre société sur la fausse pensée, et si on arrivait à réentendre qu'en fait, dans l'univers, les arbres, les espèces s'entraident. Si finalement les végétaux arrivent à s'entraider pour pouvoir vivre, pourquoi nous, en tant qu'humanité, on n'est pas capable de faire ça? Alors c'est intéressant de se dire, ok, qu'est-ce que je choisis à nouveau de nourrir? Est-ce que j'arrive à percevoir que si je fais vraiment ce qui vibre pour moi, si je suis alignée, si je vais vraiment chercher pourquoi est-ce que je vais faire ce voyage? Qu'est-ce qui vibre en moi? Si ça me nourrit vraiment, pour X, Y raison, si ça me permet d'aller chercher, de nourrir une facette de moi, pourquoi est-ce que ça devrait se faire voilà, dans quelque chose de difficile? On avait, quand on est parti de la Suisse, on avait choisi de ne pas avoir d'assurance maladie. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'en tant que Suisse, c'était une question hyper difficile. Parce que comme on est en Suisse, on a une assurance maladie obligatoire, on ne se pose jamais la question. En France, c'est la même chose. Hein. Du coup, on ne se pose jamais la question est-ce que par rapport à l'assurance maladie, parce que en fait, c'est quelque chose qui nous a été offert ou imposé depuis notre naissance, ça dépend comment on veut le voir, mais qui est présent. Et du coup, on ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce que ce serait de vivre sans assurance maladie. Donc, quand on posait la question aux gens, quand on parlait de ça aux personnes, les gens disaient « Ah, mais tu ne peux pas faire ça !» C'était quelque chose de viscéral, quoi. Et puis, à un moment donné, on s'est bien rendu compte que si on voulait prendre notre décision, ça ne servait à rien d'en parler, parce que tout le monde allait nous renvoyer nos peurs, et puis que surtout les gens, comme ils n'avaient pas travaillé dessus, ils ne pouvaient pas nous amener une espèce de vision qui était équilibrée. Donc on s'est dit, bon, on arrête d'en parler, et puis on va faire chacun pour nous, on va aller choisir ce qui est juste pour nous. Donc Xavier, il a pris un moment pour choisir ce qui était juste pour lui, moi j'ai pris un moment pour choisir ce qui était juste pour moi. Puis à un moment donné, on a dit, ok, qu'est-ce qui est juste pour toi? Puis là, on a senti que pour nous, c'était juste de partir sans assurance maladie. Pour X, Y raison, c'était un choix qui était conscient. Mais après, ce qui était génial, c'est que le moment où on était hyper alignés par rapport à la discussion, puis qu'on parlait aux personnes, on partait sans assurance maladie, il n'y a plus jamais personne qui nous a rien dit. Et donc, quand on est vraiment aligné par rapport à ce qu'on trouve, nos décisions qu'on prend, qu'on les a pris vraiment dans la justesse, les gens, ils ne sont plus en train de faire le miroir de nos peurs. Ouais, ils ont compris que c'était votre décision et ils la respectent. Ça, et puis en fait, comme on n'est plus en train de vibrer la peur, mais qu'on est dans l'acceptation de nos choix, en fait, les gens ne sont plus les miroirs de cette peur non plus. C'est hyper intéressant. Écoute Céline, on va être obligé de s'arrêter là parce que après on va perdre les auditeurs, je pense. On pourrait parler encore de plein de sujets. Écoute, je te remercie infiniment du temps que tu nous as accordé. Franchement, c'était encore super passionnant cet échange. Merci beaucoup Céline. Je te dis à très vite. Merci à toi. Si vous êtes encore là après 1h30, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Le sujet est passionnant et méritait vraiment de lui accorder du temps. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles, un petit commentaire ou le partager dans votre entourage. Ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à mercredi dans 15 jours. Pour la 100e, on vous réserve avec Flo une petite surprise et un épisode spécial. Allez, bye bye, ciao.